Salut les amis, Bajnet comme on dit ici, c'est la communauté des modernos, c'est la revue de presse des mondes... C'est lundi en même temps. Hein. Mais c'est la revue de presse du monde moderne, vous la connaissez peut-être. Elle commence presque à 9 heures, presque tous les jours, avec Alexis ou Antoine. Alexis, c'est moi-même, votre humble serviteur, qui essaye de garder le moral hein, au milieu de ce truc hein, qu'on appelle notre réel, notre quotidien, parce que figurez-vous que nous vivons dans un monde où le journal Le Monde, par exemple, dépublie une tribune et s'excuse au président Macron, présente ses excuses au président parce que eh bien, la tribune ne disait pas vraiment ce qu'il avait dit hein, à propos de l'Algérie, cette histoire d'amour tourmentée avec des hauts et des bas. Et donc, pour ne pas fâcher le président, il faut absolument hein, toujours cirer les pompes le plus loin possible. Nous vivons dans un monde où Bernard-Henri Lévy est à la télé matin, midi et soir, et quand c'est pas lui, c'est Roselyne Bachelot ou Jacques Attali pour dire à Ségolène Royal de s'excuser, mon Dieu, parce qu'elle aurait nié les crimes de guerre. Ce qu'elle n'a pas fait, elle a simplement dit que, attention, dans toute guerre, il y a de la censure et de la propagande. Et en ce moment, on est en train de manger de la propagande comme du McDo avarié, comme si jamais on ne l'avait pas déjà fait pendant la guerre en Irak ou la guerre en Libye ou ailleurs. D'ailleurs, guerre en Libye, rappelez-vous, BHL était là pour dire « Il faut aller libérer le peuple libyen des griffes de Muammar Kadhafi, ce dictateur sanguinaire ». Les fake news pleuvaient comme si c'était l'orage en réalité, grâce à Al Jazeera, la chaîne du Qatar. Qatar qui a payé Bernard-Henri Lévy, figurez-vous, pour faire un peu de lobbying, tout simplement. C'est un article de Blast qui est sorti il y a de ça déjà un an. Blast qui a gagné son procès au tribunal, procès en diffamation par BHL. Tout ça est vrai, tout ça est juste, mais quand BHL est invité sur un plateau, on ne lui rappelle pas qu'il a été payé par le Qatar pour faire de la propagande. Alors voilà, c'est le monde dans lequel on vit. Nous sommes mal informés, nous le savons, et pourtant, on fait comme si c'était toujours pareil. Alors heureusement, nous sommes quelques milliers tous les matins à se retrouver autour de ce micro, autour de cette tasse de café, autour aussi sorte de... Merci les gars de Juste Milieu pour le raid. Merci si vous ne connaissiez pas, voilà, vous pouvez vous abonner, n'hésitez pas. L'objectif ce mois-ci, c'est 760 abonnements. Nous sommes à 715, donc on peut le faire, n'hésitez pas. Vous pouvez avec Prime vous abonner sur Twitch, mais vous pouvez nous suivre aussi sur YouTube et partout ailleurs. Ici, un air d'Édouard Philippe. J'ai un air... Les gars, vous m'avez fait... J'ai un air de Jamy. Ok. Ce qui était ok. Là, vous me faites que j'ai un air de la grande saucisse du Havre. Je m'en charge. Non, ta gueule, toi. Je t'ai pas demandé rien du tout. Siri qui dit je m'en charge. Non, Siri, tu te tais. Siri non disponible. Tant mieux. Allez, va-t'en, Siri. Voilà, bon, c'était un début pour vous dire à peu près, vous posez le cadre, hein, parce que on n'a pas conscience en fait de la malinformation dans laquelle on baigne et de la propagande dans laquelle on baigne. Et j'aimerais à chaque fois que vous voyez BHL sur un écran de télé, que vous alliez lire l'article de Blast, si ce n'est pas déjà fait, sur le Qatar paye BHL pour la propagande qu'il a fait lors de la Libye. Voilà, Libye dont nous parlons dans notre pièce L'homme qui tue Muammar Kadhafi. On viendra ça et là au cours de l'année et l'an prochain pour jouer cette pièce, ce spectacle informatif et divertissant, comme cette revue de presse d'ailleurs, je l'espère. Nous allons donc commencer, nous n'allons pas parler philosophie, mais nous allons parler un peu de politique intérieure, évidemment, puisque c'est ce qui nous occupe, hein, globalement. Qui va être le prochain président? Sera-t-il encore plus méchant que Macron? Plus gentil, pardon. Est-ce que Brigitte a bien passé des bonnes vacances à Brégançon? Est-ce que tout se passe bien chez vous? Est-ce que vous avez bien mangé? Est-ce que vous avez bien bu? Est-ce que vous pouvez encore vous chauffer? Alors ça tombe bien, il fait chaud. Mais dans quelques mois, quand l'hiver sera venu, au bord du poêle mort, quand vous raconterez des histoires à vos enfants sur le temps d'avant, le monde d'après, après le Covid, rappelez-vous, ce monde de solidarité qui devait voir finalement la fin de l'industrie militaro-tueuse, tout ça c'est fini. Tout ça c'est fini, nous sommes aujourd'hui dans un monde où, si vous ne le saviez pas encore, BHL a déclaré la guerre à la Russie. Alors, moi, perso, je ne savais pas qu'on était en guerre. Nous sommes co-belligérants, dit-on. Mais regardez, c'est une interview à CNews. C'est pour commencer en beauté, pour être sûr que vous recrachez bien votre café. Après, on fera la revue de presse. Mais d'abord, je vous mets un petit coup de BHL. Ça nous change un peu du président. Il y a un prix à payer, forcément. Dans toute guerre, il y a un prix à payer. Honnêtement, pour l'heure, le prix est modique. Baisser d'1 degré ou de 2, dans certains cas, la température cet hiver...
Il y a pire comme sacrifice, la France et l'Europe ont vu pire. Mais ce n'est pas que cela, c'est des gens qui ne se chauffent déjà pas l'hiver parce qu'ils n'en ont pas les moyens. On va bien au-delà de 1 degré en moins. Il y a le prix du pétrole, le prix du gaz. C'est pour ça qu'il faut des mesures réglementaires, il faut un bouclier énergétique mis en place par le gouvernement. Il faut répartir le sacrifice entre les uns et les autres. Mais enfin, encore une fois, par rapport à ce qu'endurent les Ukrainiens, d'une part, et par rapport à ce que ça coûterait si, par malheur, Poutine gagnait cette guerre, encore une fois, le prix est limité. Quand vous dites c'est le prix de la guerre, nous ne sommes pas en guerre. Si, c'est une guerre. Nous sommes en guerre. Comme l'a dit d'ailleurs Medvedev, l'ancien président, ce matin, il parle de guerre hybride. Pour l'instant, il n'a pas tort. C'est vrai que c'est une guerre hybride. C'est une guerre avec d'autres moyens, mais Poutine n'a pas seulement déclaré la guerre à l'Ukraine, il le dit d'ailleurs, il a déclaré la guerre à l'Ukraine, il a déclaré la guerre à l'Europe, il a déclaré la guerre à l'Occident. C'est ça la guerre de Poutine, de ses alliés et de ceux qui laissent faire. Donc l'Occident ou bien se couche, ou bien réagit. Et s'il réagit, il faut réagir intelligemment, pas comme un ours blessé. Il faut réagir de manière smart. Voilà. Donc, merci CNews pour cet extrait informatif formidable. Donc, le mec t'explique que c'est fermer un bouton de sa chemise en hiver, c'est rien, c'est pas le prêt à payer. Bon, en même temps, lui, il s'en fout, il passera l'hiver à Marrakech dans son palais. Mais globalement, le mec en a rien à foutre. Quand tu lui rappelles qu'il y a des gens qui ne chauffent pas, il dit ça les changera pas en même temps. Hein. Au pire, on les enverra faire la guerre, ça réchauffe la guerre. Et il t'explique après, mais comme ça, hein. C'est la guerre, une guerre de civilisation, mesdames, messieurs. Oui, la Russie a déclaré la guerre à l'Occident, et l'Occident doit donc cette guerre de civilisation, ils nous la refont. C'est un peu le 11 septembre, vous vous rappelez, c'était exactement la même chose. C'est simplement le petit jeton dans la machine pour que les États-Unis puissent continuer à vendre des armes partout dans le monde et à faire que le dollar soit la monnaie de survie, de référence quand tout va mal. D'ailleurs, l'euro est en train de plonger comme jamais et le franc suisse, lui, va très bien puisqu'il s'est dit finalement on va arrêter de faire la parité avec l'euro en 2015. Il a vu après 2008 que l'euro avait pas beaucoup d'avenir. Donc la Banque centrale suisse a bien fait le boulot. Pour nous, pour la BCE, c'est Christine Lagarde, vous savez, la petite bosse de l'inflation. Donc on est mal barré. Hein. Si vous avez des euros, transformez-les en patates. Tant qu'il est encore temps. Voilà, donc BHL, toujours aussi drôle, toujours là, toujours présent. C'est un peu une figure tutélaire de la République, comme Jacques Attali et les autres. Et c'est ce qui fait que les mecs, systématiquement, quel que soit le président, ils sont là pour raconter des conneries. Et le président dit Moi, président, BHL n'a pas le droit d'entrer dans mon bureau, ni même de foutre un pied à l'Élysée, je vous le dis. Mais visiblement, dès que tu es élu, c'est genre attendez, monsieur, il y a BHL qui voudrait dîner avec vous. Non. Dites-lui que j'ai autre chose à foutre. Très bien, monsieur le président. De rien. Au revoir. Je préfère les cornichons, merci. Alors, question cornichons. Il va être question d'un paquet de cornichons ce matin dans la revue de presse, évidemment. On va parler, bien sûr, d'Éric Ciotti, qui a un plan pour redresser la France. Alors, on ne va pas en parler parce qu'en même temps, il fait la une du JDD. Éric Ciotti, son plan pour redresser la France, et les LR surtout. Alors, on ne sait pas trop, mais c'est la guerre des chefs en ce moment chez LR, à savoir qui va prendre la place pour se prendre la rouste après Valérie Pécresse. Alors, évidemment, tout le monde est un peu en embuscade. Retailleau, Éric Ciotti, évidemment Laurent Wauquiez, qui ne dit rien et qui reste tapis dans l'ombre dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, prêt à tout. Lui, qui est un peu le baron noir, finalement, de ce camp politique. Merci François Kahn pour les bits envoyés. Merci à vous tous qui vous êtes abonnés ce matin. Nous sommes à 721 points d'abonnement. L'objectif étant 760 à la fin du mois. On devrait, je pense, l'atteindre. C'est formidable. Alors, on commence. On ne va pas parler d'Éric Ciotti, pas trop, parce que son plan pour redresser la France, on le connaît. Il s'agit de faire beaucoup de sacrifices, d'arrêter avec la dette, d'être encore plus dur que les autres. Et puis voilà. Bon, après, c'est... Grosse nouvelle aussi dans le JDD, on apprend que Le Drian a fait son retour médiatique. Pauvre. Et l'ancien patron du Quai d'Orsay, silencieux depuis son départ du gouvernement en mai, fait sa rentrée aujourd'hui sur France 3 Bretagne. Il confie être devenu plus grave, plus angoissé sur l'avenir de la démocratie et plus exigeant sur la nécessité de se battre pour la défendre. Dans la catégorie pourquoi ?
Pourquoi parler de Jean-Yves Le Drian? Eh bien, je ne sais pas. C'était une façon peut-être de mettre en scène le retour de la diplomatie. Je ne sais pas. C'est formidable. En tout cas, voilà, Jean-Yves Le Drian a parlé. Dans la catégorie « Ils sont payés par nos impôts et ils ne servent à rien », Éric Thiers, et oui, depuis jeudi, Éric Thiers, ce que vous ne connaissez pas, fait ses premiers pas au sein de l'équipe d'Emmanuel Macron. Il est désormais conseiller institutions et action publique du chef de l'État. Bonjour. Alors, dis-moi Éric, quel est ton métier? Eh bien, je suis conseiller institutions et action publique auprès du chef de l'État. C'est un beau métier ça, Éric. Et tu fais quoi concrètement? D'accord, c'est super. Jusqu'alors, secrétaire général du Haut Commissariat au Plan auprès de François Bayrou, le haut fonctionnaire, longtemps en poste à l'Assemblée, est passé par plusieurs cabinets ministériels. Voilà, belle carrière donc Éric Thiers qui, petite cerise sur le gâteau, passe du Haut Commissariat au Plan, qui, bon, et vu le nombre de rapports qu'il y a eu du Haut Commissariat au Plan, là on peut se dire que le mec est quand même capé quoi. Et là il arrive, il est désormais conseiller institutions et action publique du chef de l'État. J'aimerais qu'on applaudisse Éric. J'aimerais qu'on l'applaudisse et j'aimerais qu'on suive son action au sein de l'Élysée, car ça promet. On va parler d'un autre conseiller d'Emmanuel Macron qui arrive. Vous allez voir, là, on est dans le délire le plus complet. C'est un conseiller communication. On en parle tout à l'heure. Restez, c'est la revue de presse du monde moderne, celle que vous connaissez maintenant pour les modernos. Ceux qui sont abonnés, ceux qui nous suivent sur le Discord, sur Patreon et ailleurs. Et puis pour ceux qui la découvrent, eh bien voilà, c'est la revue de presse. C'est une façon de s'informer. Ah ouais, d'accord. Le Martin Blachier a offert 5 abonnements. Merci beaucoup. quel pseudo. Les gars, vous avez des pseudos des fois, mais... Mister Morning Light, merci, 4 mois d'abonnement. C'est assez drôle de voir vos pseudos. Allez... on continue. Dans la case des grands inutiles de la République, non pardon, des grands serviteurs de l'État, Bernard Cazeneuve qui sort un nouveau machin pour sauver la gauche de la droite, pour sauver la droche, la droite, pour sauver son pays. Bref. Le PS est toutouisé, selon Bernard Cazeneuve. Et oui, Jean-Luc Mélenchon a complètement toutouisé le PS qui ne peut plus rien faire sans lui. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire, me dites-vous? On va signer une grande tribune de refondation, avec Laurent Geoffrin, qui avait fait un truc sur les engagés, avec tous les éléphants du PS, Stéphane Le Foll, tous les mecs qui sont là à dire « C'est pas possible, on s'est fait niquer le PS par Jean-Luc Mélenchon, c'est quoi ce bordel ?» fallait un peu bosser, les gars. Fallait pas mettre Manuel Valls Premier ministre, par exemple. Ou François Hollande et mon ennemi, c'est la finance, et puis hop, on lance Macron comme ça pour les Français. Les gars découvrent la roue, quoi. Et donc, pour Bernard Cazeneuve, l'heure est grave. Mélenchon stérilise toutes les chances de la gauche de revenir un jour au pouvoir. Stérilise toutes les chances de la gauche. Enfin, la gauche de pouvoir. Vous savez, celle qui s'appelle la droite. Celle qui rit descendant. Celle qu'on n'a rien à foutre des pauvres. Celle qui aime bien vivre entre Saint-Germain et tous les autres arrondissements où t'es pas emmerdé par la circulation quand même parce que t'as un chauffeur. Vous savez, la gauche à chauffeur. La gauche caviar, on l'appelait à l'époque Mitterrand. Cette gauche caviar qui a fait des petits, qui est devenue la droite, qui s'appelle toujours la gauche. Eux, alors, ils n'ont qu'un truc, ils n'ont qu'un fonds de commerce tapé sur Mélenchon et l'union de la gauche, la NUPES, en disant que ça ne tiendra pas ce truc-là, puisque voilà. Et oui, alors, Cazeneuve est à gauche. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quelqu'un de gauche, de droite. Bref, c'est assez phénoménal. Alors Mélenchon a eu droit à des critiques débilées et nulles de Éric Nolot et Raphaël Enthoven, encore deux grands philosophes de la République, parce qu'il est parti de la Bradley dans une Jeep, un 4x4 hybride qu'il avait loué pour mettre à la fois des trucs qu'il avait achetés à la braderie et avec Adrien Quatennens qui était dedans, donc il avait le macaron de la République du député, tout ça. Et donc ils ont dit « Regardez, il fait un gros discours sur le climat et il rentre dans une grosse Jeep !» Oui, mais Mélenchon, je crois qu'il n'a pas de riad à Marrakech, contrairement à toi, Raphaël. Oh, je crois non plus qu'il ne fait pas des trajets en jet privé, comme Bernard Arnault et tous les autres. Ah oui, il a loué effectivement une Jeep hybride pour rentrer à Paris, plutôt que louer un gros camion pour mettre tout le monde dedans. C'est assez terrible, c'est vrai. Voilà, c'est dire le niveau, c'est assez lamentable. Donc, voilà, Bernard Cazeneuve sort une tribune, vous pouvez aller voir. Je ne suis pas allé voir, mais on fera ça plus tard. Alors, moi j'ai adoré cette photo d'Elisabeth Borne et de Bruno. Les bénéfices exceptionnels, source de discours en Macronie.
Faut-il taxer les riches copains ou pas? Alors évidemment, non, mais oui, mais quand même, parce qu'après, ils vont sortir les fourches. Mais non, ils sont complètement cons, regarde, on en fait ce qu'on veut. D'accord. Alors, au chapitre polémique ridicule, mais je voulais simplement m'arrêter sur la photo. Regardez, on dirait... Ah merde, c'est pas comme ça, attends. Voilà, c'est ça. Regardez, je vais zoomer sur la photo parce que je voulais vous la montrer quand même. Regardez, on dirait Jojo et Zézette. Vous savez, la BD où vous avez un petit singe et ils font des enquêtes. Genre, Jojo et Zézette et la dette incroyable. Oh, Zézette, qu'est-ce que c'est que cette grosse dette? Je ne sais pas, Jojo, il va falloir qu'on s'y attaque. Oh non, elle me fait peur, cette grosse dette. Attends, allons voir, auprès des... La tête qu'ils ont, on dirait des personnages de BD. C'est impressionnant, quoi. Et c'est quand même notre première ministre et notre ministre du budget, de l'économie. C'est quand même dingue. Mais t'as vrai... Jojo et Zézette. Je suis con. Non mais, sérieux, tu vois les personnages de BD? Genre, qu'est-ce qu'on fait de cette grosse dette? Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on fait? On enquête peut-être? Non, mais c'est toi qui l'as faite. Ouais, mais c'est toi aussi, dis donc. Et t'as fermé Fessenheim. Qu'est-ce que vous racontez? On dirait des... Ouais, c'est... Ouais, voilà. Bah, c'est quand même le gouvernement, hein. Rigolez pas, c'est avec nos impôts. Hein. Voilà, donc super les gars. Vous êtes les meilleurs. Allez, dans le journal du dimanche, qui est quand même un must, hein, vaccin anti-Covid, les secrets de la saison 2. Donc ils se cachent même plus. Les gars t'expliquent vraiment, ouais, c'est vraiment le moment de parler. Alors attendez, il faut que je retrouve... Où est cette capture d'écran? Ah voilà, c'est là. 2 nouvelles versions des produits ARN arrivent en Europe avant une 3e génération dans moins d'1 mois. Alors là, on va crouler sous les vaccins ARN, que ce soit pour la grippe, que ce soit pour le rhume, que ce soit pour une entorse, que ce soit pour... je sais pas. Ah, le petit est tombé du vélo. Vite, un vaccin ARN. Pas de problème, on a ça, pas de problème, on a ça en stock. Dans la course au vaccin contre le Covid-19, c'est toujours ceux à ARN messager qui gagnent à la fin. Alors que le prototype de Sanofi a disparu des radars, 2 nouvelles versions des produits de Pfizer-BioNTech et de Moderna ont été autorisées en Europe cette semaine. Bah oui, comme la FDA, la Food and Drug Administration américaine, qui... Les mecs ont fait des tests sur 8 souris, et il n'y a plus de tests sur les humains. Ils disent, c'est bon, ça marche. On a 8 souris, ça... on peut injecter des milliards d'humains, je pense. Oui, bien sûr. Pas de problème. Comme la dernière fois? Bah ouais, en mieux, ouais. Ok, super. Avec les mêmes? Bah ouais. Et vous faites un prix? Ah bah non, c'est pour payer la recherche quand même. Ah d'accord. Ok. Alors, et donc, les experts français de la Haute Autorité de la Santé examinent à leur tour les dossiers afin de confirmer qu'ils peuvent être prescrits comme rappel en France. Bon, la réponse est oui, hein, spoil. Oui, c'est bon. T'inquiète, c'est bon. Ah d'accord. Alors, que contiennent les nouvelles piqûres? On s'en fout. C'est la même chose à peu près. À qui ces injections seront-elles destinées cet automne? Dans cet embouteillage de vraisemblables innovations, un consensus émerge au niveau européen. L'important est que les plus âgés et fragiles reçoivent un nouveau rappel à l'automne. Alors, on ne sait plus si c'est le 4e, le 5e, si c'est un nouveau truc. Bref, les gens à risque, c'est maintenant et pas plus tard. Peu importe avec quel vaccin. Ça, c'est Elisabeth Bouvet qui dit ça. Peu importe avec quel vaccin. Allez-y. Rappelez-vous, c'est quand même Olivier Véran qui est censé avoir été vacciné avec AstraZeneca, Moderna, Pfizer. Il a tout fait, lui. Et il t'explique qu'il va bien. Un tout petit peu, mais sinon il va bien. Bordel. Et cet été, les autorités ont dessiné les contours de la nouvelle campagne et les éléments de communication afférents. La théorie française, résumée par une infection égale une injection, devrait être abandonnée au profit d'un message plus simple, invitant à des rappels annuels, comme pour la grippe ou réguliers. Voilà. Donc, vous le savez, donc une infection ne vaut plus une injection. Hein, mais une injection vaut une infection, puisque souvent on a un petit Covid avec l'injection. Donc vaccinez-vous, évidemment. Respectez les consignes de l'OMS, c'est super important. Hein, nous, on ne déconne pas avec ça ici. Hein, c'est super important de respecter les consignes de l'OMS et de la communauté. Globalement, c'est con de lâcher une infection, une injection, parce que comme tout le monde chope le Covid, injecté ou pas, je me disais qu'éventuellement, on pouvait faire des économies d'échelle. Vu que Pfizer ne fait pas de prix, enfin, on n'a toujours pas demandé le remboursement. Hein. Le truc devait être à 2 doses et protégé à 95%. On en est à 4 doses et là, c'est tous les ans, un petit rappel de la souche d'avant. Comme la grippe, quoi. Ah, mais pourquoi on a fait tout ça? Mais taisez-vous! Anti-vax primaire. Non, vaccinez-vous. Oh là là, vaccinez-vous.
Donc voilà, c'est assez, assez génial quand même de dire ça. Et l'Union européenne a publié aussi le plan pour l'hiver. Il faut savoir qu'il y aura une grande campagne de vaccination qui sera conjointe grippe et Covid. Il y aura peut-être le retour des masques en fonction du taux d'incidence, d'où on en sera dans les retours du Covid ou de la grippe ou pas. Et il y aura peut-être des nouvelles mesures de confinement ainsi que le Digital Green Pass européen qui sera remis sur la table pour éviter d'aller dans un pays ou l'autre et se contaminer alors que tout le monde a déjà la ch'touille. Voilà, c'est formidable. En tout cas, y a des gens qui applaudissent ça et qui pensent que ça protège. Pourquoi pas? Mister Cocktail. Je vous en remets une petite dose, il en reste. C'est pour le petit, tiens. Et voilà, formidable. Donc, vous êtes prévenus. Hein. La saison 2 est là, tu vois. En plus, ils appellent ça la saison 2. C'est juste Covid-19. 19, 20, 21, 22. Ça fait 4. C'est 4 ans comme 4 doses. Putain, c'est long. Hein. La rentrée tout azimut de Brigitte Macron. Ah, vous étiez pas prêts, moi non plus. J'avais oublié celle-là. Ah merde. Ah merde. Un peu de propagande pour la reine. Ne nie pas. Ne fait pas de mal. Hein. C'est dans le JDD, évidemment. Après un mois d'août à Brégançon où le couple a reçu les Sarkozy. Ah oui, comme d'habitude. Ils habitent à côté, c'est des voisins. Qu'est-ce qu'on fait, chérie, ce soir? On invite les Sarkozy. Oh non, ils ont des mauvaises manières. Je te promets, chouchou, invite-les, ils sont sympas comme tout. Ah bah si tu veux, Brigitte, d'accord. Qu'est-ce qu'on leur fait à manger? Bah comme d'habitude, des calamars. D'accord. La première dame a repris ses dossiers. À son agenda, notamment, plusieurs déplacements liés à la protection de l'enfance. Ah, c'est une bonne chose, ça. Alors, maintenant, bien sûr, vous n'étiez pas prêts, mais c'est la magie de cette revue de presse. Hein. On aime se faire mal, on revient, et quand même, et chaque matin, on se refait mal, et on se dit, mais bon sang, mais c'est vrai, j'aurais pas dû venir. Et on revient quand même en disant, mais en fait, j'aime bien. En fait, il me fait marrer, ce con. Et ouais, mais bon, attention, quoi. Attention, parce que là, l'article est particulièrement salé. Hein. Je vous le lis, c'est écrit par Olivier Beaumont. Un œil sur la montre, l'autre vers son aide de camp. On rentrera pas trop tard s'interroge samedi dernier Emmanuel Macron depuis Oran, en Algérie. Oh d'ailleurs, restez jusqu'à la fin de cette revue de presse, parce que j'ai une exclue à vous faire écouter. C'est le tube de Cheb Macron, La fin de l'insouciance. Grâce à Elzedo, formidable artiste, on a fait très rapidement un petit truc qui est rigolo. On vous le mettra en générique de fin. Alors, restez, s'il vous plaît, pour vous marrer. À quelques heures de reprendre l'avion, le président de la République doit achever sa visite officielle de 3 jours par un crochet express à Alger pour signer une déclaration commune qui va sceller la dynamique irréversible dans les relations entre les deux pays. Le moment est historique, il faut bien le rappeler. Hein. Tout ce que fait Macron est historique. Et oh Brigitte, t'as vu, c'est historique ce que j'ai fait aux chiottes là. Ouais, désolé. Mais le chef de l'État est aussi taraudé par un autre sujet, ses retrouvailles avec son épouse Brigitte, qu'il ne voudrait pas trop tardive. Il a veillé à ce qu'on arrive à une heure décente en France pour filer ensuite au Touquet et passer son week-end avec elle, raconte un témoin direct. Il sait les sacrifices qu'elle fait pour lui, alors il essaye de sanctuariser des moments pour eux. C'est une drôle de vie tout ça quand même, hein, embraye un conseiller. Eh dis donc, quand est-ce qu'on prend l'avion pour rentrer voir Brigitte, là? Pour aller au Touquet? Quelle drôle de vie. Cet été, c'était priorité à la famille. Une drôle de vie. Cet été encore, depuis le fort de Brégançon, ils ont dû composer lors de leur rare sortie avec la présence de dizaines de paparazzi à l'affût. Du cliché qui fera la une de la presse People. Un jour, on découvre Emmanuel Macron sur un jet ski. En ces temps de sobriété, le voilà accusé de ne pas joindre le geste à la parole. Un autre, c'est au bord d'un bateau que les époux s'affichent en maillot. Les réseaux sociaux s'enflamment et dénoncent un président déconnecté du quotidien, plus terre-à-terre des Français en vacances. Les paparazzades, c'est compliqué. Elle n'aime pas du tout, mais elle a intégré la contrainte. Ce qu'elle veut surtout, c'est protéger ses petits-enfants, glisse son entourage. Faut savoir quand même qu'une des bonnes copines de Brigitte Macron, c'est Mimi Marchand, la papesse des paparazzades. Hein. Elle était comme ça dans le bureau de l'Élysée lors de la première élection d'Emmanuel Macron. C'est elle qui était là pour tout, qui a fait de la romance des Macron, qui les a mis en scène, etc. Et rappelez-vous, quand Nicolas Sarkozy a eu des petits soucis, elle était « Oh, c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait à Nicolas quand même, hein ? Oh, bah oui alors !» Oh, bah oui alors. Pardon. Cet été, pour Brigitte Macron, c'était priorité à la famille. Elle en a aussi profité pour lire le dernier roman de Pierre Lemaitre, Le Grand Monde. Eh oui, puis le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs de Mathias Hénard, comme ça vous avez de quoi lire. Qu'est-ce qu'a lu Brigitte cet été? C'est le communicant qui dit « Bon, ça serait bien que tu l'aies lu. » Ça aussi. D'accord.
Mais la politique n'est jamais restée bien loin, avec un mari aussi mobilisé sur le front des incendies et le contexte international. Le mec était comme as, à faire du jet ski, ultra mobilisé. Ok. Alors attendez. La politique, voilà. Sans oublier des rencontres avec quelques discrets visiteurs, comme ce soir d'août, quand le couple présidentiel a, selon nos informations, reçu à dîner Nicolas Sarkozy et son épouse Carla en vacances à quelques encablures dans leur villa du Cap-Nègre. Bonjour Emmanuel, bonjour Brigitte, vous allez bien? Ben, on se met d'accord, hein? Pas d'ennui avec les juges cette année. J'ai amené le dessert, c'est une petite tarte aux poires que j'ai faite. Ouais, oh, j'aime bien faire la cuisine l'été, ça me relaxe. Oh chouchou, tu es trop. Arrête, il est trop. C'est top chef. Ah bah merci, c'est sympa la petite tarte aux poires. Ouais, installez-vous. On a fait un petit truc, rien du tout, hein, des salades de calamar. Putain, la scène de dingue. 3 semaines plus tard, dans le salon des fougères de l'aile Madame, son bureau situé au rez-de-chaussée de l'Élysée, les vacances sont un lointain souvenir. Alors vous savez maintenant que le bureau de Brigitte Macron se trouve dans le salon des fougères de l'aile Madame. Où vous trouvez madame? Dans le salon des fougères de l'aile Madame. D'accord, très bien. Déjà, elle regarde les nuages qui s'amoncellent au-dessus du palais, avec toutes ces crises à affronter. Souvent, elle reçoit dans son bureau ou conseillers ou ministres pour décrypter l'actualité. Elle jure ne jamais se mêler des dossiers intérieurs, même si certains s'interrogent sur plusieurs nominations au gouvernement. Le retour de Marlène Schiappa, je serais très étonné que Brigitte n'y soit pas pour quelque chose. Elles se voient et se parlent très régulièrement. Tadam, Brigitte et Marlène. C'est notre pays. Hein. C'est notre pays. C'est un petit pays. Ça fout les boules. En attendant, Brigitte Macron entame la rentrée avec un agenda chargé. D'abord, la reprise de ses cours à l'Institut des vocations pour l'emploi, live, qu'elle donne à Clichy-sous-Bois. Alors ça, j'aimerais bien voir un peu les cours de Brigitte Macron. Valence, elle va passer dans la Drôme. Les gars, vous êtes chauds là, les modernos de la Drôme là? On se fait un petit truc quand Brigitte elle vient? Allez, dites-moi oui. Ils sont chauds. Ça va être bien. Et ensuite, Roubaix, dans le Nord. Donc là aussi, n'hésitez pas à aller aux rencontres de la Première Dame. Elle est gentille comme tout. C'est quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. C'est quelqu'un qui est vraiment à l'écoute. Et ça, c'est intéressant, c'est vachement bien. Puis, elle va reprendre ses activités auprès de la Fondation des Hôpitaux de France avec l'inauguration de nouveaux espaces de repos pour les soignants. Alors, ça va? On vous a mis un pouf? Ça va, on vous a mis un pouf? Ah bah ça c'est bien, ça. Pour se reposer c'est mieux quand même. Ah merci madame, oui c'est bien, oui. Bah, ce qu'on aimerait c'est une PlayStation. Non parce que comme on a mal aux yeux, tout ça c'est bien après de se reposer devant une PlayStation. Ah bah pas de problème, je vais demander ça à Chouchou, on va voir ce qu'on fait. Des espaces de repos pour les soignants. Hein. Ils ferment des services entiers, puis après ils te disent c'est bon, hein, vous avez un pouf et puis une petite musique de relaxation, ça va aller? Tu vas arrêter de nous faire chier, tu vas pas te mettre en grève? Bien. Sinon... la Fondation est en train de cofinancer 200 espaces de repos qui vont pouvoir accueillir 200 000 soignants. Hein. Alors, les trucs, c'est décoré façon Ikea. Hein, t'as des trucs, machin. Et donc, ça, c'est la Fondation qui fait ça. Hein, la Fondation des Hôpitaux de France. Ok, très bien. C'est un projet énorme sur lequel elle n'a pas trop communiqué à cause de la campagne électorale. Hein. C'est énorme. Alors, ils ont déjà inauguré à Lille, à Villejuif. Elle va le faire à Dieppe aussi en septembre. Voilà, donc les petits espaces de repos dans les hôpitaux, c'est un projet énorme. Oh, j'ai un boulot. Oh, j'ai un boulot, ma pauvre. Tiens, Marlène, viens, prends, assieds-toi. Qu'est-ce que tu fais, toi-même? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton ministère maintenant, toi? Truc de dingue. Autre gros volet, son engagement auprès de la protection de l'enfance, qu'elle entend poursuivre au cours de ce quinquennat, à commencer par l'accueil des enfants ukrainiens réfugiés en France, pour lequel elle est très mobilisée. Lundi dernier, elle a reçu le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, pour aborder la rentrée et scolarisation via des classes virtuelles de 20 000 d'entre eux. Des classes virtuelles? Chaud. Déjà qu'on a des profs virtuels, là,
D'ailleurs, je remercie tout le personnel enseignant, les parents d'élèves, tous ceux qui m'ont apporté leur témoignage sur cette rentrée calamiteuse. Ce qu'il en ressort, c'est que globalement, certains établissements tombent en ruine, qu'il manque des profs un peu partout, qu'il manque aussi des postes d'infirmiers et d'infirmières dans les infirmeries scolaires qui ne sont pas ouvertes ou quasiment pas, et que les proviseurs expliquent qu'il va falloir faire avec des bouts de ficelle pour que ça tienne, que les classes de CP qui étaient censées être dédoublées sont souvent à 29 malheureusement. Et que tout ça est une formidable et belle rentrée. Voilà. Et ouais, vous pouvez mettre vieux macroniste à donf. vous êtes chaud? Qui veut se faire arrêter et passer 24 heures en garde à vue? Ah là là, les gars. Sinon, bon, parce que la France, ça va 5 minutes les bouseux. Elle va quand même un peu à New York pour parler harcèlement scolaire. Et oui, dans quelques jours, elle se rendra à Marseille avec Charlotte Cobel, la secrétaire d'État à l'enfance, pour inaugurer une unité d'accueil pédiatrique à destination des enfants maltraités. Parce que ça, c'est pas vraiment la priorité du quinquennat. Bon, en plus, c'est la prof qui a quand même dragué son élève de 14 ans qui... Aux enfants maltraités. Elle accompagnera son époux à New York la 3e semaine de septembre lors de l'Assemblée générale des Nations Unies où elle échangera dans une école de jeunes filles de Harlem sur le harcèlement scolaire. Elle reste à sa place qui est la tienne. Sa ligne ne changera pas, assure un proche. Jamais trop loin non plus, ni de la politique, ni de son époux président. Voilà, désolé, il fallait que je vous fasse lecture quand même de ce magnifique article de cours pour comprendre un peu à quoi sert Brigitte Macron. Voilà. 200 espaces de repos pour les soignants, qui vont accueillir 200 000 soignants. C'est un énorme projet. Puis un petit voyage à New York pour parler harcèlement scolaire, avec un bureau. Bon, ça, c'est encore une fois, c'est avec nos impôts, c'est génial, on est content comme tout. Et puis on a une belle première dame, ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand même. Non, la PJ ne va pas disparaître. C'est ce que dit Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale. Il faut savoir qu'il y a un projet de réforme assez terrible qui voudrait fondre la PJ dans un cadre plus large pour éviter les redites entre les différents services de police et la police judiciaire, qui est quand même la police clé dans les enquêtes criminelles, qui est vraiment une façon d'être indépendante et qui travaille aussi de façon totalement indépendante, va être attachée au préfet. C'est du jamais vu depuis Napoléon, c'est-à-dire que justice, police, tout ça va dépendre de l'État. Ce sera de plus en plus centralisé. Les syndicats de police, évidemment, dénoncent cette réforme en disant que c'est extrêmement dangereux pour ce qui va être des chaînes hiérarchiques, parce que si tu déplais à ton patron, forcément, tu vas aller ailleurs. Ça renforce simplement le pouvoir central du président-roi. C'est assez grave. C'est vraiment ce que fait Macron depuis qu'il est élu. Ça, c'est à bas bruit. Casser les corps constitués, passer outre la démocratie participative, éviter bien sûr qu'il y ait des contre-pouvoirs dans les régions, en sucrant les budgets à qui mieux des collectivités territoriales, et rassembler justice et police sous l'autorité de l'État, encore plus qu'avant. Ça, c'est une réforme qui fait peur aux policiers, et ils ont raison d'alerter. Donc restons mobilisés sur cette réforme de la PJ. Non, la PJ ne va pas disparaître, elle va simplement changer de chef. Mais ce n'est pas une disparition. Par contre, c'est un contrôle central direct. Donc les enquêtes qui gênent, par exemple, lorsqu'un haut fonctionnaire de Bercy est accusé de pédocriminalité, pour la 2e fois, puisqu'il avait déjà été accusé, et finalement il a retrouvé son poste à Bercy, et cette fois-ci on le chope, et on le met directement sous écrou. Et là il se dit, mais pourquoi je vais en tôle? Pourquoi? Mais enfin je suis malade. Écoute, t'as eu ta chance 2 fois. Haut fonctionnaire de Bercy. C'était ce week-end aussi, c'est sorti dans Le Parisien. Voilà, peut-être que la PJ va arrêter d'enquêter sur ces hauts fonctionnaires aux activités pédocriminelles. Je ne sais pas. Non, pas lui. Pas lui, il est... Non, c'est le président de la fondation. Non, pas lui, il est gentil comme tout. Parce que les affaires se multiplient quand même, entre Laurent Bigorne qui drogue ses collaboratrices pour rigoler, le président du think tank, je ne sais plus quoi, de l'Institut Montaigne. On ne parle plus, bien sûr, on l'a oublié celui-là, mais c'était le président de la Fondation des sciences politiques, qui lui était carrément en train de violer son fils, et puis tous les autres dont on ne connaît pas les agissements, mais certains fils d'eux qui ont été sauvés par Mimi Marchand, justement, pour que ça ne sorte pas dans la presse, mais qui ont été eux aussi 3 fois condamnés pour des activités pédocriminelles. Bref, ça fait beaucoup. Alors voilà, cette réforme de la PJ, peut-être qu'elle tombe à point nommé pour dire « non, pas lui ». Et puis, cette nouvelle qui m'a fait sourire, les lignes blanches qui crispent les restaurateurs strasbourgeois. Alors, trop de clients se font des lignes de coke dans les toilettes, c'est extrêmement crispant. Ils reviennent, ils sont comme ça, ils mangent plus rien après, et ça gêne tous les riverains. Pas du tout. C'est en fait, Strasbourg s'est dit, tiens,
on va délimiter des terrasses avec des grosses lignes blanches. Pour dire, tu as le droit d'aller jusque nain, mais pas un après. Et du coup, les restaurateurs se disent, non, mais c'est flippant parce qu'on a l'impression d'être sur un terrain de basket et que tu fais une faute si jamais tu as une petite chaise qui dépasse. Donc, c'est assez terrible. Ça rappelle un peu, rappelez-vous, les petites lignes ou les petits ronds qui signifiaient la distanciation sociale. Il y en a encore sur les quais de train. Il y en a encore devant les trucs. Tu vois, attention, respectez la distanciation. Il y a encore tout ça. Hein. Les mecs n'ont pas enlevé. Hein. C'est depuis qu'on est rentré dans le truc de McKinsey de dire « Allez, traite-les, vas-y, on va voir s'ils respectent le sens giratoire. Là. Ferme le rayon jouet pour voir si ça déconne ou pas. » Oh, t'es sûr ? Ouais, vas-y, ferme le rayon jouet, c'est contaminant à mort. Depuis, les mecs, ils acceptent tout. Hein. C'est un truc de dingue. Et là, tu te dis « Tiens, on va leur faire une petite ligne blanche pour la terrasse. Puis après, on va te faire une petite ligne blanche pour aller à Pôle emploi. Puis après, on va te faire une petite ligne blanche pour aller directement au cimetière. Que des petites lignes blanches. C'est dingue. » Et ils sont fiers d'eux. Hein. C'est de l'ingénierie sociale, faut pas rigoler. Hein. Tu payes très cher des cabinets de conseil pour ce genre de conneries. Alors là, non, je crois que la mairie de Strasbourg a été bien super toute seule. Et voilà, les petites lignes blanches. Une petite ligne blanche, s'il vous plaît. Petite ligne blanche. Un petit commerce non essentiel. Les restaurants là qui sont en train de pleurer justement parce que mais ça coûte très cher l'énergie. Mais on a une aide comme le Covid ? Non. Ouais, on va fermer alors. Oui. Bah, en même temps, c'était prévu. Hein. Ah bon ? Enfin, disons que c'était une hypothèse de travail que les commerces de proximité ferment les uns après les autres. Ah ouais. Alors, les ronds à la gare servaient pour la téléportation. Oui, aussi. Mais alors, il faut se concentrer très fort. Ça ne marche pas forcément, malheureusement. Aujourd'hui en France, Le Parisien, journal qui appartient à Bernard Arnault, le Français le plus riche du monde, le sponsor du couple Macron, celui qu'on aime ici parce qu'il est un grand entrepreneur, parce qu'il est un créateur d'emplois, parce qu'il est aussi un peu le chef des milliardaires français et qu'il est formidable et qu'il a les Échos, Le Parisien aujourd'hui en France et puis qu'il fait ce qu'il veut quoi, parce que c'est Bernard Arnault. Alors, la une, c'est sur l'attentat de Nice, la douleur des enfants du 14 juillet, puisque s'ouvre aujourd'hui le procès de cet attentat, même si celui qui l'a fait, ce Tunisien de 31 ans radicalisé, est mort, neutralisé dans son camion, après avoir tué des dizaines de personnes ce soir de 14 juillet à Nice, c'était terrible. Eh bien, il reste la douleur de ceux qui ont survécu, qui ont été traumatisés, qui n'ont pas pu avoir de scolarité normale, qui ont été un peu pris en charge au début, puis après globalement assez abandonné des pouvoirs publics. Et l'article donne la parole à ces enfants qui ont grandi et qui n'ont pas une vie normale, puisque ils ont été choqués, ils ont vu la mort ce soir-là. Et puis il y a ceux qui sont morts aussi, des enfants qui ont disparu et des couples qui ont construit sur la mort de cet enfant, qui ont essayé d'aller devant. Et voilà, et puis c'est un procès qui s'ouvre pour essayer de fermer les plaies, mais à chaque fois qu'un procès s'ouvre, ça ouvre à nouveau toutes les souffrances qu'ont vécues les victimes de ces attentats dégueulasses, et donc voilà. Ça, c'est un beau petit article que je vais mettre derrière les fagots, parce que regardez comme il est content. Regardez-le, il est tout bronzé, tout content. Maintenant, il a la barbe toute blanche comme un... Et le tempo d'Édouard Philippe. L'ex-premier ministre ne sera pas ce jeudi au CNR. C'est jeudi qu'il y a le CNR. On va rigoler. Pour cause de déplacement au Québec. Eh oui, il ne cache pas ses ambitions pour 2027, mais agit à son rythme. Eh oui, le tempo d'Édouard Philippe. Alors vous allez voir, c'est un tempo particulier parce que le mec, globalement, il fait touriste. Et c'est pas ça qui le... C'est pas... Alors attendez, oh là là, je sais pas si je vais pouvoir le retrouver aussi facilement. Mon Dieu. Faut vraiment que j'essaie des trucs. Ah voilà, c'est là. Voilà. C'est encore Olivier Beaumont. Décidément, le mec est abonné. Si tu me fais un article Cirpompe, s'il te plaît, appelle Olivier, il a que ça à foutre. Ok. Alors. Bravo. Il y a des mecs qui font du bon boulot quand même. Le sang d'Édouard Philippe ne fait qu'un tour quand il a découvert, plusieurs médias annonçaient qu'il ne participerait pas au lancement par Emmanuel Macron du Conseil national de la refondation. Ce jeudi. La fuite est venue de son propre camp, puisqu'il en a fait part lors du bureau politique de rentrée de son mouvement Horizon. Horizon Apache, moi j'aurais appelé ça. Un peu plus de gueule. Tiens. Horizon Apache. Pourquoi ? En souvenir de Johnny.
Ok. Et puis ça fait HA, c'est pas mal. C'est Hitler Adolphe à l'envers. Ah ouais, c'est pas mal. Mais c'est un peu nazi. Ouais, mais en même temps, en ce moment, ça a la cote, non, les nazis? Non? Ah bon. Bon, alors, j'appelle ça Horizon, alors. Oh. Horizon Apache, c'est mieux quand même. Je vais y réfléchir pendant les vacances. Mais bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est au Québec toute la semaine pour participer au congrès des villes inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO et tiendra aussi une conférence devant les étudiants à l'Université de Laval. Donc, il est au Québec. Et c'était prévu de longue date. Hein. C'est pas parce que le mec est touriste. Non, il y allait parce que Le Havre est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. C'est vrai que c'est une très belle ville, hein, Le Havre, avec cette ville nouvelle, bétonnée, hein, après la guerre, etc. Et il va donner une conférence devant les étudiants. Tout ça a été prévu de longue date. Et le CNR, il n'en avait rien à foutre parce qu'il ne savait pas que ça aurait lieu. D'ailleurs, personne ne savait que ça aurait lieu, ce truc. Donc, tout le monde s'en fout. Sauf Macron qui dit, quand même, c'est mon truc à moi. Alors, heureusement, il y a François Bayrou qui est là. Monsieur le Président, je peux être secrétaire général? T'as que ça à foutre? Bah oui. Bah alors oui. Vous n'avez pas 2-3 hauts fonctionnaires à me mettre à disposition? Si, je vais appeler 2-3 mecs qui servent à rien. Attends, bouge pas. Salut, Michel. Ouais. Tu peux aller voir François, il a une mission pour toi. Ah oui. Encore avec nos impôts. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà. Horizon, pourtant, sera bel et bien représenté au CNR. Hein. Oui, puisque la maire d'Albi, Stéphanie Guiraud-Chaumeil, sera là. Voilà. Elle représentera Horizon. C'est quand même assez chouette. Le Havre, oui, c'est une ville particulière. Quand tu y vas, ça te marque, parce que cette ville qui a été rasée par les Alliés, hein, puisqu'il y avait les sous-marins allemands qui étaient là, et puis la reconstruction faite en béton avec tous ces trucs, c'est impressionnant. Tu te dis, tu as l'impression d'être dans une ville de science-fiction, quoi. Et puis après, ils ont fait des chouettes trucs le long de la plage. Non, franchement, c'est pas... Arrêtez de dire que c'est moche. Hein. Le tampon, non, le tempo. Il suit son tempo, Édouard, il suit son tempo. Il n'a peur de personne, même pas du noir. Il suit son tempo. Il va piano, piano. Ça pourrait être une chanson à l'Italo Disco, ça. Parce qu'on a dit, oui, maintenant, il faut qu'on fasse quand même un album du monde moderne. Donc, on aura Bajned, qui sera une version zouk. Hein, donc, il faut que j'écrive les paroles. Et là, on pourra avoir le tempo d'Édouard Philippe. C'est assez génial. Vous êtes quasiment 1800 ce matin. C'est encore un record. Merci beaucoup. 1793, vous pouvez encore partager le stream de cette revue de presse sur vos réseaux, sur Twitch et ailleurs. Vous pouvez appeler vos voisins. Vous pouvez bien sûr taper sur des casseroles. Hein. Ça fait pas de mal en disant que c'est la revue de presse du monde moderne. N'hésitez pas. Plus on est de fous, plus on rit. Et vous pouvez bien sûr nous suivre ou vous abonner ici sur Twitch, sur Patreon et sur YouTube. Voilà. C'était un message de service. Merci beaucoup. On aura comme ça peut-être plus d'abonnés qu'Horizon. 1800 choristes, ce serait génial. On pourrait faire une version en chœur. Son agenda n'est pas dicté par l'actualité. Non, rien à foutre. Pas question de souffler sur les braises entre le chef de l'État et son ancien Premier ministre. Alors que les deux hommes entretiennent depuis 2 ans et son départ de Matignon des relations complexes, la preuve encore, il y a quelques jours, à l'occasion d'un dîner organisé par le président de la République à l'Élysée, en présence de tous les membres de la majorité investis dans la création du nouveau parti présidentiel Renaissance. Une fusion de l'AREM, Agir et Territoire de Progrès. Mais pas d'Horizon. Il aurait pu être autour de cette table hein, s'il avait accepté de structurer la majorité comme tu l'avais proposé. Je ne désespère pas qu'il nous rejoigne. A cinglé le chef de l'État ce soir-là, dans des propos rapportés par Le Point. En cette fin d'été, le maire du Havre, qui ne fait guère mystère de ses ambitions pour 2027, eh oui, c'est un tigre de la majorité, et alors, quasiment, quotidiennement, de manière hebdomadaire, le Parisien aujourd'hui en France, le canard de Nanar, de Bernard Arnault, met en scène et Édouard Philippe, et Gérald Darmanin, et Bruno Le Maire comme étant les 3 contenders, tu vois, les mecs qui vont arriver pour 2027, on dit « Yeah, ah, moi je veux la gâche, moi je vais faire du mal aux Français, moi je veux les prendre, les retourner, les mettre... il est trop mou lui, moi je vais leur en mettre plein la gueule. » C'est vrai, de toute façon les Français en mettent plein la gueule. Donc ce grand tigre, mis en scène quotidiennement quasiment par le Parisien aujourd'hui en France, le voilà donc. Alors qu'est-ce qu'il fait en cette fin d'été? Il ne fait pas mystère de ses ambitions pour 2027. Hein. Oui, j'aimerais bien être président, moi. Ah oui, j'ai été Premier ministre, je pourrais être président. Oui, bien sûr, Édouard. On va te vendre, mais comme un steak avarié, t'inquiète pas. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, savez-vous qu'il fait ses rentrées? Non, pas du tout. Lui, il trace son sillon ailleurs. Il prend son temps, il réfléchit, il rencontre des gens, raconte un ami. C'est quoi ton boulot? Moi, je prends mon temps, je réfléchis, je rencontre des gens. Oui, non, mais concrètement, tu fais quoi?
Bah, je prends mon temps, je réfléchis, je rencontre des gens. C'est pas un métier, ça? Bah non, c'est les vacances. Ah bah non, c'est mon boulot. Excusez, désolé, mais pas désolé. Hein. Il n'est pas du genre à se laisser dicter son agenda. Hein. Non, sur l'heure des polémiques médiatiques. Défend son ami, l'eurodéputé Gilles Boyer. Ce n'est pas qu'il joue sur le décalage, mais il est sur un autre tempo, sur la construction d'un chemin. Et ça, ce n'est pas une histoire de rareté, mais de rythme. Un rythme qui n'est pas celui de l'actualité. Défend un membre de son parti. Le mec crée un parti qui s'appelle Horizon. Son boulot, c'est de prendre son temps, de réfléchir, de rencontrer des gens. Et ensuite, on t'explique qu'il est sur un autre tempo et qu'il construit un chemin. Alors, soit le mec, il est séminariste et il va devenir prêtre. Soit le mec, il fout rien. Soit le mec, c'est un ancien Premier ministre qui a envie d'être président des Français. Et étonnamment, c'est la troisième option qui est la bonne. Incroyable. Moi aussi, je vais tracer un chemin. Oui, je vais prendre mon temps. Je vais rencontrer des gens et réfléchir et tracer un chemin. Vous venez avec moi, on va tracer un chemin? Et comment on appelle le parti? Comment on s'appelle? Il faut qu'on trouve un nom. Zumba Caféo. Ça, c'est un beau nom de parti, quoi. Café au carnaval. Je sais pas. Un truc comme ça. Zumba Caféo, c'est... Je vois sur ton chemin. Le chemin. Le chemin, ça fait à moitié secte, à moitié parti. Ça fait à moitié en marche, parce que tu as le che. À moitié horizon, parce que le chemin vers l'horizon. Le chemin d'Alexis Poulain, avec un 1, tu vois, à la fin. Rejoignez le chemin. Putain, ça fait quand même très secte. Mais en même temps, on n'est plus à ça près. Hein. Les mecs s'appellent Terre de Progrès, Agir, le chemin... Le sillon, ça existait, ça, le sillon. Faut pas déconner avec ça. Aube dorée, non, ça existe aussi. C'est pas ligne blanche. C'est pas mal. Le chemin, les traces. Les traceurs, les cheminots du chemin. Le sentier lumineux. Ah bah voilà. Putain, l'intercision. À poil, c'est pas mal aussi. Horizon Bajned. Non, mais on va pas reprendre Horizon. Les creuseurs de fond. Traces de pneus, le sentier. Non, au pas. Bajned, peut-être Bajned. Ou le BJND, le Bureau des jeunes nationaux démocrates. Ça pourrait. Bon, alors il est sur son chemin, machin. Et il va bien sûr, attendez, faut pas déconner, il va écrire un livre. Oui. Il va écrire un livre. Alors, parce qu'en fait, il explique qu'il pense que nous allons affronter des tempêtes. Ah bon? Tiens. Parce que moi, j'en ai affronté quelques-unes des tempêtes. J'ai même écrit un livre, Le temps des tempêtes, que je vais vous lire. C'est Nicolas Sarkozy, bien sûr. Non, il ne va pas écrire un livre sur le temps des tempêtes, mais sur les temps difficiles, il avait fait couler beaucoup d'encre, mais maintenant, tout le monde est d'accord pour dire qu'on va en chier. Et comme lui, c'est le meilleur pour qu'on en chie, il a dit, bah, écoutez, je suis le meilleur pour que les Français en prennent plein la gueule, quand même, faites en sorte que j'arrive. Pas de problème, monsieur le Premier ministre, pas de problème. Donc voilà, déclaration à Fontainebleau. Cet été, comme tous les ans, le Premier ministre a passé ses vacances en Toscane. Voilà. Les mecs ont beaucoup de vacances. Hein, parce que non seulement ils sont en vacances, mais après, quand ils travaillent, c'est un peu comme des vacances. Et il a commencé à coucher quelques pages sur des premières lignes d'un nouveau livre qui doit paraître dans les prochains mois. Un livre politique de réflexion sur notre société, notamment sur l'éducation. Ah, d'accord. La date de sortie n'est pas arrêtée. Et puis, il a regardé la télé. Slow Horses, adapté des romans de Mick Aaron, qui met en scène une équipe de bras cassés du MI5. Et puis, il a beaucoup lu, comme Le Sphinx rouge d'Alexandre Dumas, consacré au cardinal de Richelieu. Et puis, The Shortest History of the Soviet Union, c'était une brève histoire de l'Union soviétique de Sheila Fitzpatrick. Et puis, un autre d'Henry Kissinger, Leadership. Voilà, donc on sait ce qu'a lu Brigitte, on sait ce qu'a lu Doudou, on sait qu'ils lisent et qu'ils prennent leur temps quand même. Hein. Les mecs tracent du chemin, comme nous, on bosse, quoi. Merci d'être aussi nombreux ce matin. Ce succès de la revue de presse, il est dû à vous, en grande partie, grâce aux bouche-oreilles que vous faites, grâce à cette communauté des Modernos qui existe, puisque voilà, maintenant on se reconnaît dans la rue en disant Bajned. On est là tous les matins, ou presque. Moi, ce que j'ai lu, pas grand-chose en fait. Je lis la presse. J'ai lu un truc sur les nouveaux philosophes, qui était un bouquin assez drôle sur l'imposture BHL.
il est là. C'est un vieux bouquin que j'avais trouvé, Contre la nouvelle philosophie, de François Aubral et Xavier Delcourt, qui explique en fait l'imposture BHL à l'époque où il existe, c'est-à-dire dans les années 70-80. Et puis, je ne sais pas s'il est allé chez Zelensky, je ne sais pas. Bon. En tout cas, voilà, je tenais à remercier la communauté des Modernos, sans qui cette revue de presse n'existerait pas. Sinon, des nouvelles de la sobriété énergétique. Eh bien, dans le cadre du plan de sobriété global, tu vas arrêter de te faire chauffer tes aliments, salaud de pauvre. Mais c'est du carton, si tu le chauffes, il brûle. Oui, bah t'arrêtes quand même. Les trains en circulation pourraient être très peu nombreux en cas de sérieuse pénurie d'énergie. Hein, c'est ce qu'a dit le gouvernement à la SNCF en disant « Si tu pouvais faire moins de trains pour les pauvres, puisque nous, on voyage en jet, donc on n'en a rien à foutre, pour la sobriété énergétique, ce serait sympa. » Hein, ce que la SNCF a dit, mais les trains, c'est justement pour être sobre, pour éviter que les gens prennent la voiture, le jet, tout ça. Il dit oui, mais non, ce serait bien que tu fasses moins de trains quand même, si jamais on en était arrivé à où il fallait faire moins de trains. L'idée étant évidemment d'empêcher toujours la circulation des personnes, hein, puisque c'est une grosse peur. Lors du Covid, hein, les couvre-feux, les confinements, ce sont des mesures en fait de répression contre les soulèvements populaires, on va dire. Hein. L'idée étant de dire, si jamais les gens s'attroupent, se regroupent et commencent à comploter, mon Dieu, est-ce que le pouvoir pourrait tenir à Cuba, par exemple, quand vous changez de région, vous avez des postes frontières. Hein, vous êtes obligé de vous arrêter si vous êtes cubain pour avoir le droit d'aller ailleurs. Nous, on a les certificats Covid, on ne pouvait pas faire plus de 100 km. Tout ça, c'est des mesures de coercition. Ce n'est pas du tout pour l'épidémie, ce n'est pas du tout non plus pour sauver la planète en faisant des économies d'énergie. Non, c'est pour empêcher le mouvement des personnes parce que dans une démocratie, on a le droit normalement à la liberté de mouvement des biens et des personnes. Et bien là, l'idée étant de réduire au maximum, dès que faire se peut, la liberté de circulation. C'est tout simplement le propre de régime autoritaire. Mais tout ça, c'est la démocratie, c'est pour sauver nos valeurs. Enfin, qui croit encore à ça? Sauver nos valeurs en mangeant froid et en se chauffant pas l'hiver. Alors BHL y croit, parce qu'il s'en fout, lui, il sera à Marrakech. Mais pour les autres qui n'ont pas de palais à Marrakech, qu'est-ce que ça se passe comment? En fait, ça se passe que comme ça. Que tu bouges plus de chez toi. De toute façon, tu peux pas sortir, il fait trop froid, tu n'as plus de voiture, tu peux pas mettre d'essence dedans. Enfin bref. C'est magnifique. Donc voilà, la SNCF était quand même surprise de ce plan de contingence de sobriété énergétique en disant alors que côté allemand, vous avez un ticket à 9 € qui permet à tout le monde d'avoir accès à l'ensemble du réseau ferré allemand pour justement encourager les gens à prendre le train. En France, on a dit que non, ça coûterait trop cher ce truc-là quand même. Le train qui est de plus en plus cher, évidemment, puisque l'électricité est très chère et ça va faire exploser la facture de la SNCF. Autre bonne nouvelle dans le Parisien aujourd'hui en France, l'électroménager connecté peine à convaincre. Tu m'étonnes. T'as pas un frigo qui parle? Non. Pourquoi? C'est vachement bien un frigo qui parle. Non, c'est nul. Non, c'est vachement bien un frigo qui parle. Alors, je sais pas où c'est. Bon, c'est pas grave. On va le retrouver. Mais c'est vrai que les Français, contrairement aux Japonais, n'ont pas vraiment été top sur l'achat de fours connectés, de frigos connectés. Alors, le Linky a été imposé, donc ils ont au moins un compteur d'électricité connecté. Pour le reste, non. Quoi, vous voulez pas la 5G pour votre frigo connecté qui vous disent qu'il faut acheter, qu'il n'y en a plus? Non, c'est nul. C'est bidon, ça sert à rien. On n'en a rien à foutre. Tant mieux, merci les Français. Hein, je trouve ça très bien, parce que le côté, l'assistant vocal d'Amazon, Siri ou quoi que ce soit, qui t'écoute à longueur de journée, raconter des conneries pour ensuite te dire « Que puis-je faire pour vous, Seigneur ?» Fermer ta gueule et t'éteindre à jamais. D'accord. Voilà, donc très bien, tant mieux, c'est ça la sobriété énergétique, c'est refuser des conneries qui servent à rien et qui consomment pour rien, notamment les objets connectés. Bravo les Français. Ça, c'est extrêmement important. C'est une grosse nouvelle et il faut s'arrêter dessus. C'est sur le choix d'un lobbyiste des médias pour diriger la communication d'Emmanuel Macron. Il s'agit d'un ancien spin doctor du groupe Murdoch, Frédéric Michel, qui est nommé conseiller spécial communication et stratégie du chef de l'État. Alors, pourquoi c'est important? Déjà, parce que le mec est un lobbyiste, qui a fait carrière à Londres au sein du groupe Murdoch, spin doctor de Blair sur la Troisième Voie, etc., qui a eu un rôle un peu dans plein de choses. Et il avait été appelé à la rescousse pour les Inrocks par Mathieu Pigasse déjà à l'époque pour aider un peu le groupe à faire des choses. Ça montre
que la Macronie ne repose que sur la communication, l'esbrouf, l'enfumage, ce que vous voulez, la mise en scène finalement de la parole présidentielle. L'idée du recrutement de cette personne, c'est de créer l'héritage d'Emmanuel Macron, de dire quelle va être sa place, sa trace dans l'histoire. Donc il va être le barde d'Emmanuel Macron et écrire comme Jules César et sa guerre des Gaules, les faits et gestes, les actes de guerre, les formidables formidabilités de notre président, le meilleur que le monde ait jamais connu, que la France ait jamais connu. Et ensuite, résumer ça pour les enfants, livres scolaires et pour l'histoire, en disant voilà, il a fait des trucs, c'était génial. Le problème, c'est que c'est un lobbyiste qui a travaillé pour le groupe Murdoch. Et à l'époque, le groupe Murdoch avait été pris la main dans le sac par la justice britannique, puisque ce groupe avait fait pression, enfin disons, avait tissé des liens d'amitié assez proches avec le gouvernement Cameron, et notamment avec le ministre de la Culture, pour avoir droit à l'ouverture, pour acheter Biscay Bee, enfin bref, ouvrir des marchés. Et donc, ce lobbyiste en question avait passé pas mal de temps au téléphone avec le ministre de la Culture, et ça montrait l'implication des médias, notamment le groupe Murdoch, avec les politiques. Ça avait fait scandale à l'époque. Arte en a fait d'ailleurs un très bon reportage en 3 volets sur l'importance du lobbying et des médias dans la politique britannique. Le Sun, en fait, qui donne le là pour savoir qui va être le prochain Premier ministre, notamment. Tony Blair, justement, travailliste, avait renversé la tendance puisque le Sun était plutôt conservateur et c'est la première fois que le Sun avait pris position pour Tony Blair, pour qu'il devienne très facilement Premier ministre. La presse, oui, les tabloïds, notamment en Grande-Bretagne, ont ce pouvoir de un peu faire le roi. Et en France, c'est la même chose. Et il faut savoir que Frédéric Michel, il a ensuite quitté le groupe Murdoch pour rester avec un des fils Murdoch et créer un fonds d'investissement qui s'appelle Lupa, qui était basé à New York. Et ce fonds d'investissement a investi 10 millions dans le média brut en France, pour l'aider à son développement international. Donc déjà, vous savez, il est venu pour aider les Inrocks, il est venu ensuite pour, avec Lupa, faire en sorte que Brut ait 10 millions à son actif. Il est déjà actif sur la scène nationale des médias. Il va devenir ensuite le responsable communication d'Emmanuel Macron. Le mélange des genres est total. Mais ça, on est habitué, c'est le gouvernement du conflit d'intérêts permanent. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se retrouve avec un communicant français, mais biberonné à la sauce anglo-saxonne, qui va faire ce qu'on appelle spin doctor, c'est-à-dire transformer la réalité pour vendre de la propagande, pour qu'Emmanuel Macron ait une image formidable pour des siècles et des siècles. Ce qui est déjà le cas, puisque c'est le meilleur président que la France ait jamais connu. Mais quand même, ce recrutement, ça dit tout. Nous sommes dans une société de l'image, du paraître. C'est-à-dire qu'il pourra faire n'importe quoi, il appellera son copain Frédéric, et Frédéric pondra une sauce qui va vendre à tous les médias qu'il connaît bien, médias qui sont déjà bien sympas avec Emmanuel Macron, pour dire « Allez, chut, soyez encore plus gentils, s'il vous plaît. Sinon, les Français risquent de tout foutre en l'air. » Et il y a une phrase dans cet article qui m'a un peu fait bondir, qui m'a mis la puce à l'oreille, en réalité. Alors, c'est où? Il faut que je retrouve l'article, excusez-moi. Ça va être là. Voilà. Je vous lis cet article de François-Xavier Bourmeau dans Le Figaro. Frédéric Michel arrive pour une toute autre mission. Donner de la cohérence au nouveau quinquennat du chef de l'État en articulant son action à l'international avec l'impact attendu pour les Français. Faire en sorte que l'action du président soit comprise dans sa globalité, à court, moyen et long terme. Dis donc, connard, t'as encore pas compris l'action du président dans sa globalité? Bah si, j'ai bien vu que j'étais de plus en plus pauvre, et que j'avais plus le droit de prendre le train, et que j'étais au chômage et qu'il n'y avait plus d'assurance chômage. Oui, mais t'as pas vu la globalité, que c'est pour ton bien. Ah non, j'ai pas fait gaffe. Je vais t'expliquer, connard. Bon, comme ça, on va bien comprendre dans la globalité comment on s'est fait enfumer. C'est formidable. L'aider à tenir ses engagements de campagne dans un contexte où les défis sont considérables. Du réchauffement climatique à la recomposition géopolitique mondiale, en passant par l'inflammabilité du corps social français. Ça, c'est ça pond de la ligne. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'aider à tenir ses engagements de campagne dans un contexte où les défis sont considérables, du réchauffement climatique à la recomposition géopolitique mondiale, en passant par l'inflammabilité du corps social français. Imaginez comment il parle des Français. Un corps social inflammable. Non, c'est juste que les gens sont à cran des réformes de merde, qui sont de plus en plus pauvres, qui voient bien que les prix explosent, qui sont peut-être mis à la porte d'une entreprise qui va fermer sa porte, et que tout ça, sous couvert de « c'est pour votre bien, c'est pour les valeurs européennes ». Et on appelle ça l'inflammabilité du corps social français. Moi, ça me fait gerber, ce terme. Mais c'est pas grave, il est là pour ça. Lui, il a un bon petit costume cintré, ça va être un bon petit propagandiste, comme il faut. Alors, il faudra aussi développer pour le chef de l'État
une stratégie pour son quinquennat avec un horizon qui aille au-delà de son second mandat. Puisqu'Emmanuel Macron ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle de 2027, il va falloir commencer à sculpter la trace qu'il laissera dans l'histoire du pays. Et donc Fred, tu peux sculpter la trace que je vais laisser dans l'histoire du pays. Tu me montreras les ébosses. J'aimerais un truc avec un jet ski, et puis si tu peux mettre un machin avec un avion, une petite cassette de rail, des trucs sympas, quoi. Pas de problème. Et puis un truc à fête de la musique, quoi. Un truc, tu vois, faut que ça envoie du lourd. Pas de problème, monsieur le président. Pas de problème. On est inflammable, ouais. Sachez les gars que vous êtes tous inflammables, là. Autant que vous êtes. Alors, il a bien essayé avec les incendies cet été. En disant, est-ce que ça inflamme? Les forêts, oui. Mais est-ce que le corps austral, il serait inflammable aussi? Peut-être. D'accord. Bordel. Donc là, le mec va être payé avec nos impôts pour, eh bien, l'horizon du second mandat et sculpter la trace qu'il laissera dans l'histoire du pays. Bon, à part un jet ski, une moumoute qui ressemble à un écureuil zombie et 2-3 passages complètement délirants comme la fête de la musique et des machins, je vois pas ça sert à rien en fait. On peut faire l'économie de 10 ans. Hein. Voilà la mission de Frédéric Michel, dont la nomination a étonné dans les cercles macronistes. Ah oui, parce que quand même... Et oui, c'est d'ailleurs avec circonspection et curiosité qu'il est attendu à l'Élysée, où Clément Léonard-Duzy avait imprimé sa marque, et oui, notamment pour sa fine connaissance des ressorts intimes du pays. Parce qu'avant, il y avait un autre communicant, Léonard-Duzy, qui était très très bon. Ah ouais, il était très très bon. Il a dit, vas-y Manu, fais-nous le coup de la chemise, fais-nous le coup du mec qui a tout compris, fais-nous le coup du mec sympa et tout. Ok. Voilà. Et donc, c'est un ex-strauss-kahnien, évidemment. Il a rencontré Alexis Kohler en août, pendant 2 heures notamment. Le chef de l'État le connaît bien, puisque depuis la crise budgétaire européenne de la dernière décennie, il était ministre de l'économie et il avait rencontré déjà ce gars-là. L'homme de l'ombre par excellence, Frédéric Michel, n'en est sorti qu'à une seule occasion et à son corps défendant, en 2012, la fameuse commission judiciaire sur les pratiques des médias en Grande-Bretagne. Voilà, donc vous savez que ce mec a investi 10 millions dans le média brut et va maintenant conseiller le président de la République, qu'il connaît par cœur à la fois la scène médiatique des oligarques et qui va maintenant nous vendre une sculpture pour voir quelle place dans l'histoire a laissé Emmanuel Macron. Je trouve ça formidable. Après, on s'étonne qu'on ne sait pas où vont les impôts, qu'il manque des soignants et tout, mais franchement... À la limite, tu vois, que Macron le paye, lui, sur ses deniers personnels, en disant « Bon, je vais me payer un mec qui va me sculpter mon truc. » Tu vois, comme Henri IV qui prend Léonard de Vinci et tout. Bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais là, c'est nous qui payons pour ça. Quand même. Quand même, ça fait beaucoup, je trouve. What else? Près de Kiev, l'Ukraine soigne les traumas de ses soldats. C'est un article du Figaro, cette fois-ci, qui explique que, bah ouais, la guerre, c'est moche. C'est un centre qui s'appelle Forest Glade, pas très loin de Kiev, où les soldats viennent se reposer après les chocs, puisque cette guerre, c'est beaucoup d'artillerie, donc c'est beaucoup d'états de choc, de traumas, de mecs qui arrivent, qui ont perdu un bras, qui ont perdu aussi leur tête, parce que bah, ça fait beaucoup de bruit, une déflagration, puis ça rend fou. On a le stress post-traumatique, on dort plus, enfin, c'est extrêmement compliqué. Avec des gens qui... alors, un soldat sur 2 va retourner se battre. Pour l'autre, c'est fini pour lui et sa vie est la guerre, hein, puisque la guerre, ça flingue des vies. Donc voilà, il y a 200 patients aujourd'hui, 70 soignants, dont 12 psychologues. Et voilà, nous avons essayé de nous inspirer des programmes américains. Mais attention, un vétéran qui revient d'une guerre qui est finie pour lui, parce que la guerre en Irak, elle continue pour les Irakiens, il n'a pas peur pour sa famille. Là, on a affaire à des gens qui combattent et qui ont peur en plus pour leur famille. Parce que la plupart qui se sont engagés l'ont fait pour leurs enfants. C'est le témoignage d'un d'eux qui dit, voilà, où est-ce que c'est? J'en ai eu marre. Oui. Ouais, certains sont démotivés, d'autres sont motivés. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il... Oui, j'ai rejoint l'armée le 22 comme conducteur. J'ai voulu m'engager à cause de mon fils. Et il a tout oublié parce qu'il il veut tout oublier, en fait. Mon fils m'a demandé si les Russes allaient nous tuer. Je suis parti me battre pour le rendre fier. Une fois engagé, je conduis près d'une position. L'artillerie frappe, ma première commotion.
Et puis, il ne pouvait plus dormir. Il dit aller mieux, mais après la guerre, lui, il veut partir en Suisse. On dit là-bas qu'il y a des belles montagnes assez hautes. Donc le mec, il est ravagé pour le restant de ses jours. Son fils va retrouver un fantôme de son papa. Vous en avez d'autres, par contre, qui veulent retourner, hein, notamment Parrain, qui a combattu déjà entre 2014 et 2017 dans le Donbass, puisque cette guerre en Ukraine, elle dure depuis Maïdan. J'en ai eu marre, le front était calme, j'ai eu envie de revenir à une vie normale. J'ai étudié l'archéologie, j'ai voyagé, une vie entre parenthèses. J'avais conscience que la guerre, la grande, allait bien finir par surgir. Ce qu'il faut maintenant, c'est reconquérir l'Ukraine, puis aller jusqu'en Russie, en finir avec. Voilà. Donc voilà, c'est assez terrible et on n'est pas prêt de voir la fin de cette guerre avec des philosophes en chemise blanche qui maintenant ont déclaré la guerre pour nous en disant que c'était une guerre de civilisation. Sinon, c'est des entrefilets, mais ça ne fait pas vraiment la une de nos médias hein, d'oligarques. Le lieu de culte musulman à Rambouillet, piste criminelle envisagée, oui, une tente de prière a été brûlée. Une enquête pour incendie criminel a été ouverte. Bon, c'est un entrefilet, c'est sûr, CNews ne va pas en parler en long en large, évidemment. Et puis, encore une fois, des centaines de migrants qui occupent un bâtiment vide en banlieue parisienne. 300 à 400 migrants sans-abri qui occupent un document vide hein, de Gentilly. Plusieurs dizaines sont retranchés sur le toit pour éviter leur expulsion. Des bâtiments vides, il y en a plein Paris, que ce soit des bureaux de BNP Real Estate ou quoi que ce soit. Je ne sais pas combien de milliers de mètres carrés de vide existent. On pourrait y loger SDF, migrants, gens qui auraient besoin d'un logement. Non, il reste vide parce que c'est le marché, ma bonne dame. Et puis, il ne faut surtout pas faire de loi où on pourrait réquisitionner les bâtiments vides. Donc voilà, ça, c'est deux petites nouvelles dont on ne parle pas trop beaucoup. Dans l'IB, il y a quand même une grosse 2 pages sur l'enfer des migrants passés par les camps de torture en Libye. Survivre à la Libye, c'est une semi-survie. Là encore, c'est des gens dont la vie est ravagée par les pratiques, les sévices qu'ils ont subis en Libye et qui prennent quand même un bateau, qui essayent de venir ici et qui arrivent ravagés. Et donc, voilà, pareil, on n'en parle pas comme des hommes, en fait. On dit c'est une vague migratoire, ils sont trop nombreux, mais sont des hommes qui fuient leur pays parce que c'est la merde et qui se retrouvent aux mains de mafias. Et l'Europe, d'ailleurs, travaille avec ces mafias puisque c'est les gardes-côtes libyens qui s'occupent de les ramener dans les fermes d'esclaves. Merci Nicolas Sarkozy, merci BHL pour la Libye, bien évidemment. Sinon, une petite interview dans le Figaro de Sébastien Lecornu. Alors, est-ce que vous savez de quoi qu'il est? Sébastien Lecornu. Voilà, ça ne suit pas. Désarmé, oui, il est ministre de la Défense, absolument. C'est un bon copain de Gérald Darmanin. Les deux, ils ont une stratégie à deux pour prendre le pouvoir, pour essayer de faire un peu... hop, toi tu fais président, moi je fais Premier ministre, ou l'inverse, on ne sait pas, on verra. C'est des piliers montants de la Macronie. C'est des bons petits gars qui n'en veulent. Alors Seb, il a des trucs à nous dire. Il faut augmenter le nombre de réservistes notamment. Eh oui, il y en a, mais il n'y a pas assez. Et il faut que les entreprises soient gentilles avec les réservistes quand ils partent faire leur réserve, parce que souvent, ça ne marche pas. Les entreprises ne sont pas contentes de voir quelqu'un de qualifié. Il veut revoir aussi les normes de recrutement, parce que certains qui sont en surpoids, qui ne rentrent pas dans les cases, ont pourtant des compétences, que ce soit en cybersécurité, que ce soit en stratégie, en logistique. Et donc, il aimerait que la réserve puisse être ouverte à ces gens-là. Donc, on va revoir aussi les critères de recrutement. Tout ça ne sent pas la guerre mondiale, pas du tout, non, rassurez-vous. Simplement qu'il faut se préparer, on ne sait jamais. Voilà, donc j'espère que vous aimez et le maniement des armes et le massacre d'humains à humains dans la joie et l'allégresse sous un drapeau, parce que, visiblement, c'est au programme. Le chef de l'État a demandé aux armées de contribuer davantage dans le cadre du service national universel, le SNU. Là, c'est la jeunesse. Ça, c'est la branche propagande de la jeunesse macroniste. À la force morale de la nation. Que peuvent faire les militaires? Force morale de la nation. Non, je vous dis qu'on est mal, mais vous ne voulez pas me croire. À la fin, vous allez bien me croire, mais... Les petits cailloux qui mènent quand même... les indices sont nombreux. Ça va mal. Sur une fascisation galopante de la société, je veux dire, il n'y a pas photo. Le président a dit que tout le monde devait en faire davantage. Les armées sont déjà partie prenante du SNU parce qu'ils remplacent les obligations de la journée citoyenne, portées actuellement par les armées. Mon ministère a vocation à être encore davantage mobilisé. Attention, il ne s'agit pas de militariser les SNU, non, qui reste une institution civile, mais de permettre à chaque jeune de connaître l'institution militaire. C'est une forme d'éducation civique à la chose militaire.
Alors, plutôt que de dire qu'on fait un sous-service militaire, on fait une éducation civique à la chose militaire. C'est quoi la chose militaire ? Demandez à Seb de vous expliquer. Enfin, le SNU peut aussi servir in fine sur la base du volontariat au recrutement dans les armées. Ben voyons. Moi, je m'étais dit, mais tiens, mais c'est quand même un truc. Ben ouais, ben c'est pas bête. C'est pas bête du tout. Eh oui, la secrétaire d'État, Sarah El Haïry, fera prochainement, en lien avec Pape Ndiaye, des propositions sur les caractéristiques futures du SNU, en précisant la classe d'âge concernée, la durée du séjour, la répartition géographique et la part d'obligations proposées, y compris militaires. Alors non, moi mes gosses ne feront pas le SNU. Alors ils ont déjà fait la journée des armées, où on leur a montré une magnifique maquette du Charles de Gaulle. Ouais, le mec nous a montré une maquette du Charles de Gaulle. C'était tout... Mon gosse est revenu, c'était un peu flingué comme journée. Mais on a bien rigolé. Bon, d'accord. Voilà, donc ça ressemble quand même à un petit service militaire. Qui dit pas son nom. Hein. Mais, pardon, c'est pas le service... Voilà, ça revient, excusez-moi. Juste, voilà, une petite allergie. Parce que le café est chargé ce matin, non ? Non, je prends rien dans mon café. Parce que des détracteurs sont en train de dire que je mets des trucs dans mon café. Ce qui est faux. Je ne prends que du café. Et je lis la presse et je m'énerve tout seul. C'est con, hein. Et ça tous les matins. Et après, je fais pas de yoga, rien. Les militaires sont assez sceptiques. Oh ben, les militaires sont prudents quand ils pensent qu'on veut les détourner de leur mission centrale. Mais il y a un avant et un après 24 février. La question de la résilience du pays, en cas de conflit ou de choc majeur, préoccupe les militaires. Ils savent très bien qu'ils auront besoin du soutien de tous pour remplir leur mission. Ah bon ? Ouais. D'autant que les menaces sont nombreuses. Ouh là là, et là, tu sens les menaces de l'inflammabilité ? Oui, alors, les origines, pas toujours militaires. Hein. On le voit avec le chantage à l'énergie, aux matières premières, la manipulation de l'information. Voilà. À tout cela, j'ajoute les risques sanitaires et climatiques. Ah ouais. Donc tu vois venir le rationnement ? Le soutien au cul du camion. Tiens, il reste du riz. Ah oui, c'est des stocks avariés de 92, mais c'est ce que Kouchner nous a laissé. Et t'as tous les bidasses là qui vont balancer du riz. Je veux un peu de riz, s'il vous plaît, monsieur le militaire, merci. Non mais vous rigolez, mais ça peut très vite arriver. Ça glisse très vite une société. Merci Cled qui nous met un petit message de réabonnement. Petit message d'espoir, bref de presse. Ah, j'ai pas vu. Ah oui, c'est les manifestations. Je sais plus dans quel pays. À Prague, je crois. Voilà, donc non mais oui, il va falloir aider l'armée à rationner. On rigole pas. On ne rigole pas. Parce que là, on rigole, on pense qu'on est à l'abri de toutes ces conneries. Mais non. Regardez, les Ukrainiens, ils pensaient pas que ça leur tomberait dessus. Les Libyens non plus, remarque, mais nous non plus. Hein. Avec Ursula, en même temps, on se dit, quand même, elle est bizarre. Hein. Vous allez voir, ils sont tous bizarres. Regardez, le pire, c'est l'autre, là, Boris Johnson, qui te fait un truc en disant, oui, on sait que les Anglais vont avoir froid cet hiver, et alors ? C'est la Families up and down this country are going to face a very tough winter, and we just have to accept that. Voilà. Les mecs savent que tu vas... Ouais, il faut... C'est comme ça, mais tu peux pas faire des mesures pour... Non, c'est normal. Et vous avez même la ministre allemande des Affaires étrangères qui dit « Moi, je préfère être du côté des Ukrainiens que de mes électeurs allemands. » Elle parlait lors d'un sommet organisé par la NED, un truc atlantiste à mort, sur la démocratie, etc. Alors la NED, si vous ne connaissez pas, c'est le National Endowment for Democracy. C'est un fonds américain qui a été accusé notamment de soutenir certains coups d'État en Amérique du Sud, entre autres, et qui est un peu le bras armé de la propagande atlantiste. Voilà, mais c'est formidable. Et donc là, vous aviez une ministre allemande qui expliquait que oui, elle préférait être du côté du peuple ukrainien que de ses électeurs allemands, même s'ils n'étaient pas contents. Il suffit que l'Allemagne, à un moment, dise « Non, on arrête avec les mesures à la con » et c'est fini. C'est très vite fini. Hein. Mais là, tant que l'Allemagne est là, on dit mais c'est l'occasion pour remilitariser l'Allemagne, vendre plus d'armes, faire en sorte que l'Europe soit totalement allemande, puisque là, Bruno Le Maire ne fait que suivre ce que fait Olaf Scholz, hein, en gros. Donc, ils vont pas dire stop, évidemment. Voilà, donc les militaires sont sceptiques quand même. Retour au calme. Et si on arrêtait de s'agiter ? Et ça, je dois dire, c'est un article santé du Figaro qui m'a parlé. C'est en fait pour montrer qu'il faut s'arrêter
Il faut faire un peu comme Édouard Philippe. Réfléchir, rencontrer des gens, tracer son chemin. Marcher, par exemple. La marche, c'est très bien. Or, on est dans une société de l'agitation permanente, que ce soit pendant les vacances, avec plein d'activités, pendant l'année, avec des boulots, les enfants qui font plein d'activités aussi. Tout ça, c'est mauvais pour la santé. Mauvais pour l'imagination, mauvais pour l'humain qui sommeille en vous. Vous n'êtes pas des machines. Sauf qu'on a un président qui ne dort pas. Hein, lui, le calme, il ne connaît pas. C'est à peine arrivé, paf, il refait un autre truc. Évidemment que ça te fait disjoncter dans ta tête. Il faut de la contemplation dans la vie. Il faut des moments où tu fais rien. Il faut une vie un peu monastique, tu vois. Le calme amène à une expérience plus fine du plaisir et un bonheur que l'agitation ne permet pas. Mais on a un président qui n'est que agitation. Et ça, c'est pas le dernier. Je veux dire, c'est souvent qu'on a ça. Donc voilà, petit éloge du calme. Je sais que parfois, cette revue de presse n'est pas calme. Je hurle, il y a des trucs. Mais globalement, je milite pour un certain calme. Et j'espère que voilà, l'humour amène aussi ce calme en essayant de dédramatiser des situations qui sont vendues comme dramatiques. Voilà, quand un BHL arrive pour dire on est en guerre, tu dis oh, referme ton manteau de chemise et puis va manger la soupe là-bas. C'est mieux. Sinon, à propos du calme, magnifique article de propagande du Figaro, les Français se convertissent au charme de la double vie professionnelle. Ils appellent ça le charme de la double vie professionnelle. C'est-à-dire que comme tu as un boulot, mais ça ne paye pas assez, tu dois en prendre un deuxième, histoire de finir un peu les fins de mois, d'avoir un peu de beurre dans les épinards. Et ils disent « Ah, mais les Français, ils font ça par plaisir. » Souvent, c'est parce qu'ils ont une activité créative ou culturelle, et du coup, ils essayent de faire des trucs, mais ils ne gagnent pas beaucoup avec. C'est vraiment pour se faire plaisir. Non. Aux États-Unis, c'est un fait. Les gens cumulent 2, voire 3 emplois parce qu'ils n'ont pas le choix. Sans ça, ils ne peuvent pas payer le loyer, ils ne peuvent pas vivre. Eh bien, en France, on y arrive tranquillement, hein, avec une étude qui a été faite en disant non, mais les motivations, c'est l'exploitation d'un lobby, le test d'une idée en vue de la création d'entreprise, la préparation d'une reconversion. 96% des adeptes de la pure activité assurent qu'il s'agit d'un choix volontaire. Bah oui, forcément. Oui, je choisis volontairement de gagner plus parce que mon employeur ne me paye pas assez. Donc j'ai 2 boulots. Ah, toi, tu as cédé au charme de la double vie professionnelle. Hein, oui, j'avoue, j'ai pas pu m'empêcher de prendre 2 boulots pour survivre. Ah bah voilà, bah t'es bien, t'es moderne, t'es bien, t'es vachement bien. C'est dingue. Et là, ils appellent ça le charme de la double vie professionnelle. Au lieu de dire que oui, vous êtes sous-payé et il va falloir bosser encore plus pour gagner plus. Et notamment avec un autre boulot pour vous démerder. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Si ça, c'est pas de la propagande, mais comme on n'en fait plus, à la bonne soupe. D'ailleurs, c'est 2 fois plus de traquences. Bravo ! Qui a dit ça ? C'est très drôle. 2 fois plus de traquences. Guidos 1. Guidos 1, je ne sais pas. Ouais, comment font-ils ? Bah, ils font qu'ils sont complètement rincés, quoi, et qu'ils vont faire un burn-out assez rapidement. C'est pas possible d'avoir 2 boulots. Enfin, c'est possible, mais c'est compliqué. Après, c'est pas forcément aussi des boulots. Enfin, je sais pas. En même temps, si jamais ton boulot, tu vois, c'est d'être barde d'Emmanuel Macron, tu peux avoir un 2e boulot à côté. Hein. C'est pas non plus un truc, tu vois. Tu peux me sculpter la trace que je laisserai dans l'histoire ? Oui, mais attends, je fais autre chose là. Attends, je suis en train de vendre des services pour des shampoings sur Internet. C'est ma double activité, monsieur le président. Ah, c'est bien, toi. C'est chaud quand même. C'est chaud. Je sais pas quoi dire. Merci à tous ceux qui s'abonnent ce matin, qui nous suivent. Ici, on est bientôt 20 000, 19 863 followers sur Twitch. Un petit push et on sera à 20 000 très rapidement. Il suffit de cliquer « Je veux suivre cette chaîne débile ». Et puis sinon, vous pouvez aussi vous abonner tout simplement comme Marco for Linux qui a repris un abonnement pour 3 mois. Merci beaucoup, Bajned. Donc, grâce à votre aide, voilà, l'idée, c'est d'être un rendez-vous incontournable de l'actualité quotidienne dans notre petit pays qu'est la France, parce que je pense qu'on va avoir besoin, dans les mois qui viennent, de se serrer les coudes et de rigoler quand même de ces conneries. Donc merci beaucoup, je vois que... Mais je suis influenceur déjà d'une certaine façon, mais j'essaie de ne pas vendre de la merde. Hein. Je vends la revue de presse, qui est un boulot nécessaire pour certains, utile, indispensable, parce qu'il s'agit de s'informer correctement par rapport à la
presse de cours à la propagande qu'on nous sert comme information quotidiennement. Enfin, voir Roselyne Bachelot, qui est maintenant invitée matin, midi et soir pour dire « Oh, pauvre Ségolène, elle a complètement pété un boulon, enfin !» Il faut voir la tête qu'elle fait dans ces politiques-là. C'est un masque de clown. C'est assez terrible. Donc, voilà, merci à vous. Grâce à vous, on va y arriver. Les élastiques à Chypre, et non pas les bracelets à Chypre, ça arrive. Et ça arrive, vous inquiétez pas, et je vous prépare ça pour très bientôt. Ça, c'est tout ce qu'on vend au monde moderne. Ah bon? Oui. Dès qu'on donne son avis, on est influenceur. Non, les influenceuses, par exemple, donnent très peu leur avis. Elles vendent de la merde sur Wish, hein. Et après, elles disent que c'est pas leur faute si c'est de la merde. Tiens, teste un nouveau shampoing, il est formidable. Il me fait des cheveux comme ça. C'est un truc de dingue. Voilà. Donc merci à vous tous pour le bon boulot et pour notamment le boulot de bouche-oreille que vous faites, parce que sans promo, sans rien, la revue de presse fait son chemin. Et ça fait plaisir, notamment sur Twitch et ailleurs. On veut des t-shirts Le Monde Moderne, d'accord. Il y a des mugs sur Patreon. On a aussi des hoodies, mais qui coûtent un peu cher. Mais on va faire des t-shirts. On va peut-être faire des chemises aussi, parce que c'est mieux les chemises que les t-shirts. Enfin, je sais pas, mais on peut faire des t-shirts. Ok, on va faire des t-shirts. Mais après, on va se faire avoir parce que le mec va dire « Ouais, c'est un t-shirt qui est fait en Corée ou au Bangladesh et tout. » Comme les t-shirts ELV, je ne sais pas si vous avez vu. Les t-shirts ELV, ils étaient faits en Bangladesh, je crois, avec des couleurs. Enfin, voilà. Et ils vendaient ça aux universités d'été, donc c'était pas génial. Mais les chemises, c'est bien, on est d'accord. Belle chemise, Le Monde Moderne, avec le petit logo là, ce serait chouette. Mais ça coûte cher, les chemises à faire. Merci Rombarbe pour l'abonnement. Abonnement d'1 mois. Merci, bienvenue. Rombarbe. C'est contre le patriarcat, les t-shirts. Ouais, enfin, le vêtement libre. Le vêtement qui permet. Mais non, mais un t-shirt simple avec juste le logo, c'est une bonne idée. C'est peut-être mieux que l'élastique à Chypre, qui est quand même un produit de luxe, on va dire. On vous prépare ça. Écoutez, je crois que vous avez besoin de reconnaissance dans ce monde sauvage. Et c'est vrai que plus on pourra faire communauté, mieux ce sera, j'avoue. Et donc, on va faire tout ça. Ce sera formidable. Alors, du PQ, non. Je suis tombé sous le charme d'une double vie professionnelle. C'est terrible, hein, c'est terrible. Et les mecs te vendent ça comme étant un truc normal. Bref. Sinon, Libération. Je lis de moins en moins Libération parce que y a quelques trucs, notamment dans la page idées, mais sinon, c'est un peu chiant. Et là, alors, d'un côté, l'oligarchie, côté Bernard Arnault, met en scène Édouard Philippe pour 2027. De l'autre côté, Libération met en scène Olivier Faure pour 2027. Des seconds rôles à la première ligne. Et oui, longtemps traversé par un sentiment d'imposture, le premier secrétaire du PS a fini par se libérer de l'image terne qui lui collait à la peau, au point d'être devenu incontournable à gauche. Alors, tenez-vous-le pour dit, l'article finit en disant « Et pour 2027, est-ce que ce ne serait pas fort qui symboliserait l'union de la NUPES ?» Eh bien, rigolez pas, mais ça va être un peu ce qui va être monté en sauce pendant 5 ans. Olivier Faure, pour prendre la suite de la NUPES qui deviendra le New PS, puisque NUPES, ça fait New PS. Donc voilà, c'est une promesse que nous promet Libération. Donc. Sinon, c'est cette tribune-là qui m'a beaucoup intéressé, de Daniel Cohen. Il faut casser la logique du capitalisme numérique, celle d'un crétin géré par un algorithme. C'est très juste ce que dit Daniel Cohen dans cette tribune. Il faut savoir que plus on nous vend les cabinets de conseil, plus on nous vend de l'algorithme qui gère la vie des gens qui sont de plus en plus cons. L'idée, c'est de rendre les gens stupides et de les traiter comme du bétail, comme des robots, comme ce que vous voulez, mais de faire en sorte que l'humain soit de plus en plus loin, c'est-à-dire occupation permanente de l'esprit, que ce soit via les réseaux sociaux, via la télé, le divertissement permanent, sans prendre le temps de la réflexion, du recul, empêcher aussi les rassemblements physiques, faire en sorte que ce soit compliqué de se rassembler, de faire des choses. Restez devant un écran, c'est ce qu'il y a de mieux. Et l'algorithme gère pour vous ce que vous allez voir dans l'écran. Alors nous, pour hacker l'algorithme, on a vous, les humains, les modernos, qui s'abonnent, qui partagent la revue de presse, qui en font partout. Si jamais là, vous dépensez des points de chaîne, ça fait monter le stream dans l'algorithme de Twitch, etc. L'idée, c'est de breaker un peu tout ça, tant qu'on peut jouer avec les marges. Parce que regardez ce qui nous attend si on ne fait rien. Eh bien, comment signez-vous l'essor de l'intelligence artificielle ? Pardon, je vais essayer de agrandir un peu pour pouvoir lire mieux.
Elle est la force révolutionnaire qui s'annonce, donnant les moyens de surveiller un par un les 8 milliards d'humains. Le pire des scénarios serait celui où l'intelligence artificielle prendrait en charge la gestion générale d'un système dans lequel les individus seraient totalement crétinisés, au sens de Michel Desmurget dans La fabrique du crétin digital. Le grand psychologue Daniel Kahneman expliquait que les humains fonctionnent à 2 niveaux. Le premier système est impulsif, approximatif, simplificateur. Il permet d'aller vite. C'est exactement celui où nous enferment les réseaux sociaux. Et c'est vrai. T'as 200 caractères, tu tweets n'importe quoi, ça excite les gens, c'est la colère. Moi, souvent, je fais des tweets un peu... Voilà. Et c'est vrai que c'est ça, c'est l'impulsion. Le second système, celui de la réflexion, celui qu'on sollicite quand on prend un crayon et qu'on fait des additions, par exemple. C'est celui que l'intelligence artificielle va prendre en charge. Donc, toute la part réflexion de l'humain va être prise en charge par les machines. C'est terrible. Cette schizophrénie évoque celle que Daniel Bell avait désignée comme la contradiction culturelle du capitalisme industriel. D'un côté, il installe une discipline de faire dans l'ordre de la production, de l'autre, il incite à la débauche dans l'ordre de la consommation. Cette logique poussée à l'extrême qui se dessine dans le capitalisme numérique, celle d'un crétin géré par l'algorithme. Eh bien, il faut la casser. Et ça, je suis tout à fait d'accord. C'est terrible. Il faut que les corps sociaux, médecins, enseignants, syndicats, collectivités locales, communautés de savants reprennent la main sur leur destin et foutent en l'air cette putain d'intelligence artificielle qui nous amène droit dans le mur. Vous ajoutez à ça la technosurveillance généralisée. Les JO vont être un formidable chantier pour ça. Vous avez un monde dégueulasse qui se profile. Je ne veux pas de ça pour mes enfants. Donc voilà, c'est Idiocratie tout simplement, absolument. Dans Idiocratie, on ne voit pas trop le rôle de l'algorithme ou de l'intelligence artificielle. Par contre, on voit le crétin digital. On le voit sous nos yeux se former actuellement. Procès des influenceurs, par exemple, c'est ça. Le marketing d'influence, c'est exactement ça. C'est le fait aussi d'avoir créé cette ingénierie sociale autour du Covid. Hein, c'est quasiment de l'algorithme. Est-ce qu'on va vraiment traiter les gens comme des cons? Oui. Est-ce que ça marche? Oui. Est-ce qu'on continue? Oui. Donc tout ça, il faut le foutre en l'air. Et j'espère qu'on sera nombreux à le faire. Qu'est-ce que c'est ça? Attendez, ça c'est Boris Johnson. Ah bah voilà, on arrive déjà à la fin de cette revue de presse, dites donc. Alors je vous avais promis un petit cadeau. C'est ce qu'a fait l'artiste Elzedo. Vous pouvez le retrouver sur SoundCloud. Putain, ce matin, c'est... la fin de l'insouciance de Cheb Macron. Je vous mets, il a fait une petite animation. Le mec est un génie du mal. Bravo Elzedo, je ne sais pas si tu es là ce matin. En tout cas, je vous mets le son et la petite animation. Et vous me direz ce que vous en pensez juste après. Allez, c'est cadeau. Emmanuel Macron qui sort sa chanson Le Temps de l'Abondance avec le label France Musique. L'abondance, c'est la fin de l'abondance, c'est la fin de l'insouciance, c'est la fin de l'insouciance, le début de la souffrance. Et moi je veux que tu danses avec moi, et moi je veux que tu danses avec moi. Je cherche le SoundCloud de Elzedo. Attendez, on va le trouver ensemble. Voilà. Fin de l'insouciance. Excusez-moi. Alors, je le trouve pas, mon Dieu. Si, c'est là, voilà. Paf. Oh, mais pourquoi il me met pas le lien? C'est là. J'espère que c'est ça. Yes. Je vous le mets dans le chat direct. Voilà. Hop. Orlando ici le clip. Il faut des plumes. Ouais, on pourra mettre des plumes. Bravo, dégueulasse. Oui, c'est Uncanny Valley, absolument. Hein, on en est là. Hein, mais voilà, dans le même style, c'est pas mal.
Il manque la moquette, c'est vrai. Ouais, bon, c'est un premier jet qui est quand même plutôt pas mal. Voilà, c'était la revue de presse du Monde Moderne. Merci d'avoir été aussi nombreux ce matin, de la suivre, de vous être abonnés également, de nous avoir suivis. C'est une rentrée en fanfare. Merci Marie75015, 3 mois d'abonnement. Merci Electronics, 2 mois d'abonnement. Merci à tous ceux qui renouvellent leur abonnement ou qui le prennent ce matin, à tous ceux qui nous suivent pour la première fois, qui découvrent cette revue de presse d'un genre particulier, à tous ceux qui en font la retape, la propagande, la promotion de façon digital marketing sur vos réseaux et partout. N'hésitez pas bien sûr à partager les replays, à faire des petits extraits, vous pouvez le faire. C'est pour vous, c'est cadeau. Vous êtes au courant maintenant que c'est un ancien spin doctor du groupe Murdoch qui va faire la sculpture de la trace que laissera Emmanuel Macron pour les générations futures avec nos impôts, ça fait plaisir. Qu'Édouard Philippe trace son sillon comme il se doit. Et que, eh bien, pour ceux qui n'ont pas assez de thunes, bien sûr, il y a les replays sur YouTube. Ici, c'est gratos aussi, vous inquiétez pas. L'idée, c'est pas de vous faire les poches, surtout pas. C'est de pouvoir continuer à vous offrir toujours un meilleur stream, parce que c'est important, la qualité, dans ce monde de brut, quand même. Où on ne sait pas où on va, tout simplement. Alors on s'accompagne, alors on danse, alors on rigole, alors voilà, on se dit des choses. Salut la Corse. En tout cas, merci beaucoup. Je vous mets, comme d'habitude, les liens pour nous suivre sur les différents réseaux. Père, peux-tu me chanter cette chanson, vieux macroniste? Nous la chantons pour les macronistes après. Cette slide, Patreon bien sûr, Le Monde Moderne, Twitch ici, et puis YouTube où vous pouvez également mettre des pouces, vous abonner, pousser nos vidéos pour qu'on atteigne les 100 000 abonnés avant la fin de l'année, puisque c'est l'audience qui fera le succès de cette revue d'information. On se quitte en musique comme d'habitude. Cette fois-ci, c'est pas la fin de l'insouciance, c'est Vieux Macroniste par le groupe Vieux Macroniste et le Discord que je vais mettre bien sûr dans ce lien. Allez, bise, ciao. Oui, bah je suis dans le studio là. Vous avez bien vu quand même la qualité de l'image et tout. Et le petit truc derrière, c'est quand même bien, non? Oui, je vais tout rajouter. Instagram, le Discord, tout. Vous inquiétez pas. On va faire ça propre. Allez, je mets merci du gris. Hop. Allez, à demain. Ciao. Père, peux-tu me chanter cette chanson, vieux macroniste? Nous la chantons tous les jours presque à la nuit. Bien sûr, Timmy. Vieux macroniste! Vieux macroniste! 68 maintenant, total fasciste. Tu préfères la télé, surtout le gaz de schiste. Plutôt que décamper, tu t'accroches, tu t'enquistes. Vieux macroniste, vieux macroniste. J'espère que tu mourras dans ton vomi. Vieux macroniste. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Oh, vieux macroniste, tu t'accroches, tu t'enquistes. À la retraite depuis 15 ans, les autres tu t'en fiches. Croisière, tu laisses crever tes fils. Le climat c'est une blague, la France tu la fistes. Vieux macroniste. J'espère que tu mourras dans ton vomi. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Tu te crois VIP mais t'inquiète t'es sur la liste. Manu va pas te rater, tu vas voir comme ça glisse. 75 ans de conneries mais demain c'est fini. Profite encore de la vie tant que tu sens pas la piste. Vieux macroniste. Jeune, vieux
déjà une vie triste. Jeune macroniste, CFC McKinsey, t'as un costume d'artiste. Je rêve de prime bac chiche, toi tu niques déjà le fisc. Soutire Zelensky pour cacher tous tes vices. Jeune macroniste. Jeune, vieux macroniste. Ni dans la kiffance d'un pays devenu triste. Ah, ça c'est de la chanson comme on aime.